Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans, cette introduction, enfin cette sorte de cours, en fait. C'est le cours que je donne, aux étudiants de l'université de Chypre au département d'économie, et cours d'économie comportementale, hem et que je trouvais intéressant de transformer, de traduire en français, pour vous donner un aperçu, des courants actuels en économie comportementale, du travail, que font les chercheurs actuellement en économie comportementale, en ce qui concerne, les biais cognitifs et en ce qui concerne, l'utilisation des biais cognitifs, auprès du grand public, notamment dans, ce qu'on va appeler les nudges. Et donc voilà, vous donner un petit peu un aperçu, critique vis-à-vis, des biais cognitifs, notamment, en hommage, à Daniel Kahneman qui nous a quittés récemment, ce qui va nous permettre en fait de retracer un peu sa vie, entre, le moment, auquel, il a commencé à s'intéresser aux biais cognitifs dans les années 70, jusqu'au moment, dans les années 2010, où, il a complètement remis en question tout le programme des heuristiques et des biais, pour s'intéresser au bruit cognitif, ce qui va donner un livre qui s'appelle Noise. Donc on va retracer un petit peu cette historique, du travail, sur les biais cognitifs, en économie comportementale, et on va s'arrêter, aux études récentes, en profitant pour, débunker un petit peu les croyances, ordinaire sur ce qu'est les biais cognitifs sur ce que sont les biais cognitifs et à quel point les biais cognitifs peuvent, influencer ou non les individus dans leur quotidien. Donc avant ça, il y a quelques concepts, à connaître. C'est des concepts, que je donne auprès des étudiants et sur lesquels on va avoir plusieurs, cours ensemble, mais que vous pouvez, apprendre par vous-même en vous renseignant sur internet ou auprès de certains livres. Je vais vous donner quelques sources. Il faut d'abord savoir ce que sont les biais, cognitifs et les heuristiques. Avoir une idée de ce qu'on appelle en anglais un framework, donc c'est un cadre, un cadre de travail, qu'on appelle le système 1 et système 2, qui est une manière de penser, les prises de décision humaines. Quelques concepts sur, l'esprit critique et notamment quel est le lien entre l'esprit critique, les biais cognitifs. Le concept de nudge, même si on va le définir, c'est intéressant d'avoir déjà quelques idées en tête à ce niveau-là et de manière plus générale, ce qu'est l'économie comportementale, comment l'économie comportementale s'insère dans le milieu de l'économie et s'insère au sein de la psychologie, sociale. Des exemples de sources, intéressantes pour le grand public, il y a par exemple, le livre de Thomas Durand de la chaîne, La Tronche en biais, qui s'appelle «Quand est-ce qu'on biaise?», qui reprend un certain nombre de biais cognitifs et qui les explique et qui donne, des exemples, mais aussi, le livre de Séverine Falkowitz, Au cœur de l'esprit critique, qui fait, une revue exhaustive des biais cognitifs, mais qui y ajoute aussi un petit aspect, philosophique et puis qui insère, les biais cognitifs au sein d'un tout plus grand qui est l'esprit critique et qui montre en fait un certain nombre de domaines différents de l'esprit critique, dont les biais cognitifs font partie, mais, de manière beaucoup plus large aussi. On va parler des représentations sociales, on va parler, de tout ce qui est, aspect des croyances, aspect des idéologies et cetera. Donc c'est beaucoup plus large, ça permet d'avoir un panel, enfin une explication un petit peu plus large de ce qu'est l'esprit critique et le paragraphe, enfin le chapitre sur les biais cognitifs est très exhaustif si vous voulez avoir, un bon aperçu, de ces définitions-là. Évidemment le livre Système 1, Système 2 de Daniel Kahneman, qu'il faut beaucoup plus voir d'un point de vue historique, que d'un point de vue, actuel. C'est-à-dire que c'est un livre qui a très mal vieilli, c'est un livre qui date, si je ne me trompe pas, de 2011 et en fait, à peu près la moitié du livre, a été remis en question par la suite, notamment par ce qu'on a appelé la crise de reproductibilité dans lequel on a testé un grand nombre d'expérimentations faites par Daniel Kahneman et ses collaborateurs et on s'est rendu compte que, à peu près 60 ce qu'on appelle la core team, donc qui est, l'équipe à Hong Kong qui s'est chargée de répliquer en masse les articles, publiés par Daniel Kahneman et ses collaborateurs. À peu près 60 des articles, ont été, répliqués avec succès
ce qui fait quand même un certain nombre d'effets qui n'ont pas été répliqués avec succès. Et puis il y a un certain nombre d'exemples qui sont donnés dans ce livre, et qui ne sont pas des exemples faits par Daniel Kahneman et qui n'ont pas été répliqués non plus. Donc c'est intéressant pour voir l'historique de l'économie comportementale, mais c'est vraiment plus d'un point de vue historique que d'un point de vue, voilà, quelles sont les recherches actuelles sur le sujet. Et puis un livre un peu plus récent, mais pareil, il est aussi un peu daté, qui s'appelle Noise, c'est le dernier livre de Daniel Kahneman, qu'il a écrit en collaboration avec Olivier Sibony et Cass Sunstein, qui s'intéresse au bruit cognitif et non plus au biais cognitif. On va voir la différence entre les deux à la fin de cette présentation. Mais vous allez voir que c'est une manière fondamentalement différente de s'intéresser à la cognition et puis au jugement et aux prises de décision. Et enfin, je vous recommande, alors là c'est beaucoup plus récent, la chaîne Amperia, où le professeur Florian Kova et alors je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est sa doctorante, Céline Schöpfer, font un cours sur l'esprit critique et notamment, alors là du coup c'est une capture d'écran de l'introduction à l'esprit critique, mais en fait c'est vraiment toute l'histoire. Ils essayent de retracer l'histoire et la conception philosophique de ce qu'est l'esprit critique et comment ça a influencé des domaines tels que la zététique ou plus généralement juste des personnes qui s'intéressent à mieux penser ou qui s'intéressent à penser contre ces biais. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à retenir de ce cours qui est assez dense et je vous recommande vivement d'aller regarder ça sur YouTube. Ok, donc là on se met dans le cadre de l'économie comportementale et on va faire un historique d'où provient l'économie comportementale jusqu'à arriver au programme d'heuristique et des biais. Grosso modo, l'étude des décisions, de la prise de décision par les économistes, elle démarre après la Seconde Guerre mondiale et elle va vraiment gagner en importance à partir des années 60. À ce moment-là, les chercheurs vont découvrir que les individus sont majoritairement rationnels. Rationnel, ça veut dire quoi? Rationnel, ça veut dire qui suit des règles mathématiques ou qui suit des règles statistiques. Donc, on est les économistes s'intéressent pas à la rationalité d'un point de vue, philosophique. Qu'est-ce que ça veut dire, être rationnel d'un point de vue philosophique? Ils vont dessiner des lois mathématiques sur, les choix en disant: «Ben, normalement, si on demande à des gens de choisir entre A et B et que A, vaut 500 € et que B vaut 100 €, les gens vont normalement choisir de gagner 500 € plutôt que 100 €. Et après, on va pouvoir moduler tout ça en disant: «Bah, finalement, ils ont que 50 de chance d'un côté, 30 de chance de l'autre» ou on va lancer un dé et en fonction de si c'est face, de si c'est pile, pardon, une pièce en fonction de si c'est face ou si c'est pile, ou un dé en fonction de s'il fait un 6 ou un double 6 et cetera. Ils vont gagner une certaine somme d'argent et on va regarder, s'ils font les bons choix, donc les choix qui maximisent leurs gains ou pas. Donc en gros, ça c'est ça rationnel. C'est on va pouvoir moduler, pardon, on va pouvoir mathématiquement, trouver quelle est la meilleure manière de penser, d'un point de vue de la manière qui permet de gagner le maximum d'argent et on va tester si les individus, répondent à ces règles mathématiques. C'est le moment où on va parler de Homo economicus, qui est donc, l'homme rationnel, c'est-à-dire l'humain rationnel, c'est-à-dire l'humain qui cherche, à maximiser ses gains. Il y a aussi, surtout en France, cette idée d'homme neuronal, notamment, popularisée par Jean-Pierre Flanjeux et Stanislas Dehaene, qui a pour, en gros l'idée à l'époque, donc pareil, hein, c'est les années 60-70, et Stanislas Dehaene, c'est un peu plus tard, mais il a beaucoup changé vis-à-vis de ces idées-là. C'est juste ça infuse en fait, la manière de penser, des neurosciences françaises. L'idée, à ce niveau-là, c'est de dire: l'humain fonctionne un peu comme un ordinateur et un ordinateur, tu fait de 0 et de 1, donc il suit des règles mathématiques. L'humain suit des règles mathématiques, mais probablement que les règles mathématiques sont pas des règles de 0 et des 1, c'est un peu plus, complexe que ça et on va essayer de comprendre cette complexité à travers les lois mathématiques. Aujourd'hui, on est un peu revenu, sur cette idée-là, mais ça infuse quand même encore, notre pensée. Donc c'est un petit peu toutes ces idées que l'être humain est rationnel, mais sa rationalité est très complexe et donc c'est pas juste, on cherche à maximiser nos gains, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça, mais ça reste dans cette, mouvance-là.
Alors, pour vous donner la définition exacte de rationnel, on dit sous contexte de certitude, un choix donc certitude, c'est on sait, quels sont les choix, on sait quels sont les gains associés au choix et on sait exactement et il y a pas de probabilité, c'est on sait exactement quels sont les choix et les résultats de ces choix. Sous contexte de certitude donc, un choix rationnel est fait de préférences qui sont complètes et transitives. Et sous contexte d'incertitude, donc quand on connaît des probabilités associées au choix, mais que ce sont que des probabilités, on n'est pas sûr du choix, donc c'est une incertitude. Un choix qui est rationnel, c'est un choix qui va suivre des probabilités conditionnelles. Par exemple, en utilisant des statistiques bayésiennes, si ça vous parle. Donc il y a vraiment des définitions claires de ce que veut dire être rationnel et ça veut dire suivre des lois mathématiques ou des règles statistiques ou des valeurs statistiques. Et l'étude de ces choix que font les individus, en fonction des gains financiers principalement, ça va amener à une théorie, la théorie du programme du statisticien intuitif. L'idée du programme du statisticien intuitif, c'est de dire que les individus, globalement, ce sont de bons statisticiens. Ils font des bons choix, même sans rien connaître aux statistiques. Si on leur donne la possibilité d'apprendre de leurs erreurs, ils vont devenir de bons statisticiens. Hem et en fait, ce programme de statisticien intuitif, il a trouvé suffisamment de correspondance entre les jugements des individus et les prédictions des modèles normatifs, c'est-à-dire les règles de la théorie des probabilités et des statistiques qu'on vient d'évoquer précédemment, pour conclure que les modèles pourraient fournir une base solide pour les théories sur la façon dont les gens raisonnent sur la probabilité. En gros, quand on teste Heu les intuitions statistiques des individus, on remarque que ça fonctionne bien. Ces intuitions statistiques correspondent aux lois mathématiques que les économistes ont, créées, et ont essayé de tester sur les individus. Et en fait, dans une revue de 1967, donc avant que Kahneman et Tversky publient leurs articles, sur plus de 160 expériences, les psychologues Cameron Peterson et Leroy Beach ont conclu que les participants peuvent faire des inférences raisonnablement précises sur les probabilités. Les individus, selon les chercheurs, sont des statisticiens intuitifs. Donc on arrive aux années 70 et on se dit, OK, les êtres humains sont de bons statisticiens, ils font de bonnes inférences statistiques, même sans connaître bien les statistiques. Et pourtant, dans les années 70, Tversky et Kahneman, ils vont développer un programme qui s'appelle le programme des heuristiques et des biais, qui postule que les individus sont irrationnels et possèdent des limitations cognitives. Et donc là, on se retrouve avec un paradoxe. Comment c'est possible qu'avant les années 70, on dise: «Les individus sont tous de très bons statisticiens, intuitifs, même sans connaître, les statistiques» et dans les années 70, on arrive avec Kahneman et Tversky qui disent: bah, en fait, les individus, ils utilisent plein d'heuristiques et des biais et ils sont assez mauvais pour faire des choix statistiques. Comment on fait pour résoudre ce paradoxe? Eh bien, ce que je vais vous expliquer, avec mes arguments, suivants, c'est que tout dépend, de la méthode expérimentale qui est utilisée. Donc il faut prendre en compte que les méthodes expérimentales utilisées ne sont pas neutres et vont produire des résultats différents et dans ce cas-là, contradictoires, uniquement à cause de la méthode. Donc ça provient d'un billet de blog qui s'appelle «Les méthodes expérimentales ne sont pas neutres», que je vous invite, à lire, et qui est lui-même tiré de cet article-là, «How Experimental Methods Shape Views on Human Competence and Rationality». Et en fait, ce qu'ont fait, le genre Rada et Hertwig, c'est qu'ils ont repris, les articles les plus influents sur le programme du statisticien intuitif et le programme des heuristiques et des biais et ils ont regardé à quel point ces articles les plus importants étaient cités au cours du temps. En fait, ce qu'ils ont remarqué, c'est que je vais mettre, non, pardon, je vais mettre, le pointeur. Donc ici, on se retrouve sur, les théories de raisonnement statistique et on va avoir en ligne noire l'article de Peterson et Beach dont je vous ai parlé sur le cerveau du statisticien intuitif et l'article de Tversky et Kahneman de 1974 sur les heuristiques et les biais et on voit à partir des 70 jusqu'aux années 2020 que, l'article, plus important sur l'homme en tant que statisticien intuitif est quasiment pas cité, tandis que Tversky et Kahneman est cité de manière exponentielle. Et de même sur le raisonnement bayésien, l'article, sur, le fait que les individus sont des bayésiens conservateurs de Edward et collaborateurs de 1965, il est quasiment pas cité.
Alors que l'article de Kahneman et Tversky de 72, il est extrêmement cité. Donc en fait, on voit qu'il y a un énorme biais de citation. Alors j'utilise le terme biais, ça n'a rien à voir avec biais cognitif, c'est juste le fait qu'on favorise une théorie plutôt qu'une autre à travers les citations. La question qu'on se pose, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que, les chercheurs ont préféré, citer une théorie plutôt qu'une autre? Est-ce que c'est parce que cette théorie est meilleure que l'autre? Ou est-ce qu'il peut y avoir d'autres explications? Eh bien, ce que disent, Lejarraga et Hertwig, c'est qu'il y a d'autres explications. Il y a, au moins 2 explications, logiques. Enfin, il y a une explication logique qui provient de ce que je vais vous expliquer, actuellement. Le le 1er cas où il y a une vraie différence entre les 2 méthodes, c'est que dans les années 60, donc les théories du statisticien intuitif, les chercheurs, ils utilisaient un protocole expérientiel qui permettait aux gens d'apprendre des probabilités à partir de l'expérience directe. Généralement, les individus pouvaient s'entraîner, échantillonner les informations de manière séquentielle et ajuster continuellement les réponses avec des retours. Les retours, c'est des feedbacks. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire un truc tout simple, c'est que on demandait aux gens de faire un choix entre A et B, entre pile ou face. Ils gagnaient une certaine somme d'argent, on leur disait: «Tu peux rejouer». Ils rejouaient, ils gagnaient une certaine somme d'argent et on leur disait: «Tu peux rejouer», et en fonction de s'ils avaient gagné un peu plus d'argent ou un peu moins d'argent, ils pouvaient essayer de trouver le pattern, ils pouvaient essayer de comprendre comment fonctionnaient les choix qu'ils devaient faire pour trouver quel était le meilleur choix, celui qui maximisait leur gain, et donc il y avait un apprentissage et un feedback. En fait, dans la méthode de Tversky et Kahneman, ils ont remplacé ce protocole expérientiel par un protocole descriptif. Leur expérience présentait aux gens des scénarios descriptifs et des problèmes mis en mots et avait tendance à demander une estimation ou un jugement ponctuel. Les participants de leur étude ont peu d'occasions de s'exercer ou d'apprendre de leur retour, d'apprendre de leur feedback, enfin, d'avoir des feedbacks justement. L'idée ici, c'est que si vous avez l'occasion de lire un article de Tversky et Kahneman, vous verrez qu'ils fonctionnent un peu tous de la même manière. On leur dit: «Voici Paul, voici, John. Paul, il agit de telle manière-là, il a pris telle décision. John, il a agi de telle manière, il a pris telle décision et ça a amené à telle conséquence. Est-ce que vous pensez que Paul ou John, va regretter le plus? Est-ce que vous pensez que Paul ou John va être le plus heureux? Est-ce que vous pensez que Paul ou John?» et cetera, et cetera. Donc en fait, on n'est plus à demander aux individus de faire des choix, d'avoir une expérience sur le sujet. On leur demande plus de s'ajuster progressivement à travers un apprentissage. On leur dit juste en one shot, d'ailleurs les chercheurs utilisent le terme one shot. En one shot, est-ce que vous préférez l'un ou l'autre? Point. Donc il n'y a plus d'expérience, il n'y a plus de feedback, il n'y a plus d'apprentissage, et c'est comme ça qu'on arrive à montrer qu'il y a des heuristiques et des biais. Le deuxième point, c'est que les expériences de Kahneman et Tversky sont souvent des expériences qui ne sont pas des expériences réelles, c'est des expériences qui n'arrivent jamais. Je vais vous donner un exemple qu'on appelle l'exemple des fréquences réelles. Avant ça, faut que je vous dise que, Simon, dès le début, dès 1979, il a fait un article où il expliquait que les économistes devaient s'éloigner des modèles d'utilité espérés et étudier comment les gens prennent réellement des décisions dans des situations réalistes d'incertitude plutôt que sous risque. Donc là, Simon, pardon, il ne critique pas Kahneman et Tversky, il critique de manière plus globale l'économie comportementale en disant: «Les économistes comportementales, hem, les économistes comportementalistes, je pense qu'on dit, qu'ils s'intéressent à des descriptions ou qu'ils s'intéressent à des expériences en laboratoire avec des dés ou des pièces, ils s'intéressent à des situations qui n'arrivent jamais aux gens». Les gens, ça leur arrive de faire des choix économiques, notamment quand il faut investir de l'argent en bourse ou quand il faut décider d'acheter une maison ou d'acheter une voiture ou et cetera. Là, ce sont des vrais choix et c'est beaucoup plus intéressant d'étudier des vrais choix plutôt que d'étudier des choix qui se font dans des laboratoires et qui n'arrivent en fait jamais vraiment, aux individus. Donc ça fait partie vraiment des grosses limitations qu'il y a des 2 côtés. Mais cette limitation, elle est encore plus problématique, pour les articles, de Kahneman et Tversky que pour, le programme, de statisticien intuitif, et vous allez voir pourquoi. Je vais vous donner un exemple, juste en dessous. Donc c'est un exemple qui est tiré du raisonnement bayésien. Je vais vous lire, le scénario, de Kahneman et Tversky que j'ai traduit en français, donc c'est pas forcément exactement, parfait, mais vous allez voir, quand même qu'il y a une vraie différence, entre les 2 scénarios. Ils nous disent: «Une maladie a un taux de base de 0,1, donc 10, et un test est effectué avec un taux de réussite de 0,9, 90, et un taux de faux positifs de 0,1, 10.
Le faux positif, c'est la probabilité conditionnelle qu'un test soit positif en l'absence de maladie. Quelle est la probabilité qu'une personne au hasard, dont le résultat d'un test est positif, soit réellement atteinte de la maladie? Bon courage. Maintenant, je vous pose une question similaire et la suivante. Sur 100 personnes, on s'attend à ce que 10 personnes soient atteintes d'une maladie. Parmi ces 10 personnes, 9 doivent être correctement testées positives. Donc on est à 9. Parmi les 90 personnes non atteintes de la maladie, 9 devraient être faussement testées positives. Quelle est la proportion de ceux dont le test est positif à la maladie? Je pense que c'est peut-être un petit peu compliqué, notamment par vidéo, et cetera, mais a priori, si vous relisez 2-3 fois ce scénario-là, vous serez capable de trouver la bonne réponse. Donc je vous les remets juste au-dessus. Ici, il faut utiliser, une méthode qu'on appelle, les statistiques bayésiennes pour trouver la réponse à la question: quelle est la probabilité qu'une personne au hasard dont le résultat d'un test est positif soit réellement atteinte de la maladie? Donc le test, c'est le suivant: 0,1 fois 0,9 divisé par 0,1 fois 0,9 plus 0,9 fois 0,1 qui est appelé, la sensibilité et la spécificité, je crois, et ça donne 0,5. Donc 50 de chances que la personne, qui ait un test positif soit réellement atteinte de la maladie. Et là, en fait, si on le relit correctement, on dit il y a 9 personnes qui sont correctement testées et là, il y a 9 personnes, qui sont testées, dont une qui n'est pas correctement testée, donc il faut faire 9 sur 18, 9 sur 9 plus 9, et pareil, ça fait 0,5 et heu et en gros, l'idée, c'est que ce scénario-là, il est vachement plus facile à comprendre que celui-là et en fait, Hertwig et ses collaborateurs, ils ont posé la question à 160 gynécologues qui normalement sont censés connaître ce type de problème, parce que, Canin et Tversky en fait, ils avaient utilisé ce test, pour tester les biais, enfin le manque de connaissances de statistiques, je sais plus si c'était de gynécologues, mais c'était par rapport au cancer du sein. Et donc ils ont refait le test sur des gynécologues. En fait, ils se sont rendus compte que dans ce premier cas-là, quand on présentait ce scénario-là, 21 des gynécologues avaient deviné, la réponse correcte. Alors que dans ce cas-là, 87 des gynécologues avaient, la réponse correcte. Et donc ils ont appelé ça l'effet de biaising. C'est-à-dire, OK, on peut trouver un biais cognitif à ce niveau-là, c'est-à-dire les gens sont de mauvais statisticiens dans ce niveau-là, avec ce scénario-là, mais par contre, ils sont de bons statisticiens globalement, avec un autre scénario qui pourtant a exactement le même résultat. Et donc l'effet de débiasing, c'est l'idée que les humains peuvent apprendre rapidement des inférences bayésiennes si l'information est présentée dans des fréquences naturelles. Les fréquences naturelles, c'est des fréquences faciles à comprendre pour l'être humain. Donc en fait, la question qu'on se pose là, c'est est-ce que vraiment on a trouvé un biais cognitif si on remarque que tous les gens se trompent ici? Ou est-ce que c'est juste qu'on a présenté l'information d'une manière qui est trop compliquée pour les individus et que si on présentait l'information de manière correcte, c'est-à-dire d'une manière qui est naturelle pour les individus, bah, ils se trompent pas. Donc finalement, c'est pas un biais cognitif, c'est un biais d'information, c'est un biais de présentation de l'information. Et donc ça fait 2 arguments qui expliquent pourquoi, les méthodes ne sont pas neutres et comment en modifiant les méthodes, on peut arriver à des résultats qui sont complètement différents. La question qu'on se pose, c'est pourquoi le programme d'heuristique et de biais a-t-il été si populaire? J'ai mis 2 points d'interrogation, mais c'est une erreur, c'est pas un effet dramatique, c'est juste que je me suis trompé dans ma slide. Les chercheurs avancent un certain nombre d'hypothèses, je trouve qu'elles sont toutes très logiques. Le premier, c'est que le coût d'installation et de mise en œuvre est minimal, ce qui permet une collecte de données moins coûteuse, évidemment. Si vous devez prendre, je sais pas, 20 participants et que ces participants, vous devez les faire jouer et qu'ils notent à chaque fois s'ils ont réussi ou pas et qu'on leur donne de l'argent et qu'on leur enlève de l'argent et qu'on leur redonne de l'argent et qui font, 500, enfin pas 500 mais peut-être 100, essais, ça prend énormément de temps. Ça peut prendre 20 minutes, une demi-heure, 1 heure et demie, en fonction du nombre d'essais que l'on veut mettre, en place et puis il faut les payer les participants. Payer un participant 1 heure et demie, c'est pas pareil que de le payer 5 minutes. Donc évidemment, si on donne un bout de papier à un participant avec une petite description, un petit scénario et qu'on lui dit: «Choisissez A ou B, vous avez fini votre expérimentation» et que ça dure 5 minutes, vous pouvez, avec la même somme d'argent, recruter beaucoup plus de participants, et donc la mise en œuvre, elle est beaucoup moins, compliquée et beaucoup moins chère. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour les chercheurs qui peuvent du coup publier beaucoup plus et beaucoup plus vite. Et ensuite, il y a une tendance des chercheurs à aimer ce type de théorie et ça c'est plutôt logique. Je veux dire,
enfin, je pense que tout le monde, trouve ça un peu plus sexy de dire: «Les gens ne sont pas rationnels» que de dire: «Les gens sont rationnels». Parce que quand tu dis: «Ils sont pas rationnels», on va essayer de comprendre pourquoi ils se trompent et pourquoi ils sont dans l'erreur et pourquoi et cetera. Donc c'est un petit côté, plus appealing que juste dire: «Bon, bah, ils sont rationnels, ils suivent la norme, ils suivent les lois mathématiques et cetera», qui est un petit peu moins intéressant. Et puis surtout, il faut aussi se placer dans le cadre des années 70 où ça faisait 20 ans qu'on démontrait en permanence que les gens sont de bons statisticiens et finalement, ben, à partir du moment où tu as compris que les gens étaient de bons statisticiens, tu as plus grand chose à en dire, donc c'est un petit peu un champ d'études qui devient un petit peu mort, quoi. Et donc forcément, pouvoir avoir la capacité de faire renaître ce champ d'études en disant: «Non, finalement, c'est pas des si bons statisticiens que ça permet de refaire des publications, de reciter de nouveaux articles et cetera, et donc il y a une possibilité pour les chercheurs de faire progresser leur carrière et ça, c'est, je pense, quelque chose de très important pour comprendre pourquoi le programme d'heuristique et des biais a été si populaire parmi les chercheurs. Et enfin, il y avait une demande aussi de la part des décideurs politiques, dans le sens où les décideurs politiques, quand on leur dit: «Bah, les gens ne pensent pas bien et peut-être que, on pourrait améliorer le bien-être des populations, ou simplement éviter que des gens perdent de l'argent en faisant de meilleurs choix, on va peut-être payer les chercheurs pour faire ça». Donc il y avait aussi une demande des décideurs politiques. Je vais vous donner des exemples, hein, des citations en fait de chercheurs qui discutent de ces sujets-là par la suite, de cette présentation. Et enfin, et je pense que c'est le plus important, un biais du biais. Le biais du biais étant l'idée que, les chercheurs ont peut-être été biaisés par l'attraction que provoque l'idée de biais cognitif, à cause de toutes ces arguments, de tous ces arguments que j'ai présentés, précédemment. Alors qu'est-ce que c'est que le biais du biais? Ça provient d'un article qui est extrêmement intéressant de lire, qui s'appelle «The Bias in Behavioral Economics» par Egan Reisen en 2018, qui, globalement explique pourquoi l'économie comportementale a été, biaisée par les biais cognitifs. Que je trouve assez intéressant parce que c'est un peu méta. Je vais vous faire un résumé et des critiques de cet article qui est assez long et très intéressant, qui est composé de 2 parties. Une partie un petit peu plus théorique sur quel est le biais de biais et quels sont les problèmes avec l'idée de biais cognitif, et après il y a plusieurs exemples. Les arguments du chercheur de Gegenreisen, c'est de dire: «Les biais cognitifs sont liés à un manque de rationalité». C'est-à-dire que les expérimentations ont montré que les intuitions des individus sont systématiquement biaisées. Ensuite, il y a un problème d'obstination. C'est que, et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'utilisait beaucoup, Daniel Kahneman avant les années 2010, c'est de dire: «Les biais cognitifs fonctionnent comme les illusions visuelles». Et donc comme les illusions visuelles, les biais sont persistants et difficilement corrigibles par l'éducation. Troisième point, ça amène à des coûts substantiels. Les biais peuvent entraîner des coûts pour le bien-être, tels qu'une baisse de la richesse, de la santé ou du bonheur. Et enfin, les biais justifient le paternalisme gouvernemental. Pour protéger les individus de leurs biais, les citoyens de leurs biais, les gouvernements devraient pousser le public à adopter de meilleurs comportements. Donc ça, c'est la vision des économistes comportementales sur les biais cognitifs. Les biais cognitifs, le programme des heuristiques et des biais nous informe que les individus, font des erreurs systématiques. Les erreurs systématiques ne sont pas corrigibles par l'éducation. Elles ont des coûts pour la société et comme elles ont des coûts pour la société, il faut que la société les encourage à faire des meilleurs choix qui soient moins biaisés. L'idée de cet article, de Bias in Behavioral Economics, c'est de prendre chacun de ces points et les débunker. Et bah, c'est ce qu'on va faire, tout simplement. Donc l'idée qu'il y aurait un manque de rationalité, l'idée que les individus manquent de rationalité, on peut assez facilement le débunker et je vais vous montrer un certain nombre de biais cognitifs qui ne tiennent pas la route, hem, dans les choix que font les individus au quotidien. Alors un exemple, je vais aller très vite dessus, c'est l'exemple qu'on vient de dire juste avant, qui est, l'exemple des fréquences naturelles. Ici, on dit que les individus ont un biais cognitif, ce sont de mauvais statisticiens, ils ne sont pas capables de prendre en compte ce qu'on appelle le taux de base. En fait, ils surestiment le risque de maladie parce qu'ils ne prennent pas en compte le taux de base de 10. Et en fait, il suffit juste de changer l'information, changer le cadre de l'information pour que les gens ne se trompent plus et ne soient plus victimes du biais. Donc ici, ce qu'on appelle le biais de la non prise en compte du taux de base, en fait, n'existe pas. On ne prend pas le taux de base si on communique mal l'information. Donc c'est un biais qui n'existe pas, c'est juste un biais de problème d'information, ce n'est pas un biais cognitif.
Autre point, ce qu'on va appeler l'heuristique de représentativité. L'heuristique de représentativité, il nous dit, la seule chose suivante: on va, associer des fréquences en fonction de à quel point c'est, représentatif dans notre mémoire. Et donc là, c'est une expérimentation qui a été faite par Lichtenfield, je crois, dans les années 70, donc qui est un collaborateur de Kahneman et Tversky, auquel on a demandé aux participants, je dis «on», je je fais partie de ça, dans lequel les chercheurs ont demandé aux participants, quelles étaient leur estimation du nombre de morts par an des Américains en fonction de telle ou telle, heu cause. Et donc ils disent, donc la ligne se trouve ici, ils disent: «Eh bien, les maladies, ça a tant de, donc à peu près, 100 000, peu 90 000 morts par an, et le botulisme c'est, je sais pas, de 200 ou 300 morts par an». Et ça, ici, on retrouve le nombre actuel de morts, donc le nombre, réel de morts du botulisme, c'est 9. Donc ils surestiment largement, le nombre de morts du botulisme parce qu'il y en a 9 en vrai, alors qu'eux disent qu'il y en a 300. Donc ici, on a la ligne qui est, si on était rationnel, de tout le monde mettrait les points exactement en fonction de cette ligne. Mais ici, comme la ligne, enfin la courbe est au-dessus, ici, il y a une surestimation et ici, il y a une sous-estimation. Et donc l'idée des chercheurs, c'est de dire, ça provient d'une heuristique de représentativité, c'est que c'est plus facile de se représenter, le botulisme, des morts de botulisme, que de se représenter des morts, des cancers ou, des incidents, cardio-respiratoires, et cetera. Donc on va sous-estimer les risques ici et surestimer les risques ici. Donc ça a donné l'idée d'heuristique de disponibilité. Pardon, l'heuristique de représentativité. Ici, on s'intéresse à l'heuristique de représentativité. Et en fait, ce qu'ont fait, Hertwig et ses collaborateurs en 2005, c'est qu'au lieu de demander aux participants le nombre estimé, de morts, ils ont demandé quelle est la fréquence estimée de morts. Est-ce que c'est 1? Donc au lieu de demander, «Est-ce que vous pensez que c'est plutôt 10 morts par an, 100 morts par an, 1000 morts par an?» Ils leur ont demandé: «Est-ce que c'est plutôt 1 de morts par an, 10 de morts par an, 30 de morts par an?» Et ensuite, ils ont retransformé ça en nombre de morts réels, pour voir ce que ça donnait, et ça donne ce graphique ici. Et donc vous avez ici encore une fois la ligne, si on était rationnel, et vous avez ici la courbe, qui est donc ici une sous-estimation et ici une surestimation, pardon, une surestimation et ici une sous-estimation. Donc on voit que la ligne qui était d'abord au-dessus et ensuite en dessous, elle se retrouve en dessous puis au-dessus. Je vous le refais autrement. Quand on demande aux individus le nombre exact de morts, ils sous-estiment puis ils surestiment. Et quand on demande aux individus les fréquences de morts par an, ils surestiment puis ils sous-estiment. Donc en fait, on voit bien que le problème n'est pas une heuristique de disponibilité. Si juste changer la question entre quel est le nombre exact de morts par an et quelle est la fréquence de morts par an change complètement les résultats, c'est que le problème ne vient pas d'une cause sous-jacente qui serait l'heuristique de, représentativité, ça provient de la manière dont on pose la question. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a beaucoup plus de variations ici que de variations ici que de variations ici, et les auteurs indiquent que c'est une régression à la moyenne. C'est-à-dire que l'effet que les chercheurs disent être causé, par, un modérateur qui serait, une heuristique, en fait, c'est juste, un artefact statistique qui est une régression à la moyenne. En fait, c'est juste que les gens ne savent pas très bien estimer, les causes, qui leur paraissent moins, courantes, et pour les causes qui leur paraissent plus courantes, ils savent mieux les estimer. Donc c'est juste un artefact statistique. Il y a pas grand-chose à en dire, et ce type de graphique n'est pas causé par une heuristique, de représentativité. Alors ça, c'est un scénario qui est assez courant dans les expérimentations, de Kahneman et Tversky. C'est, on leur demande de choisir, on demande aux participants de choisir entre un programme A ou un programme B qu'on décrit. Ici, on dit aux participants: «Il y a une pandémie imminente qui menace de tuer 600 personnes et vous avez 2 options: sauver 200 personnes ou sauver 600 personnes et avec un tiers de chance, pardon, sauver 600 personnes avec un tiers de chance et sauver 0 personne avec 2 tiers de chance». Donc j'ai traduit en français, le scénario, et où donc les gens choisissent A ou B.
Et dans la majorité des cas, les gens choisissent A, ils préfèrent sauver 200 personnes. Et ensuite, on leur dit: «La même maladie menace la société, mais cette fois-ci, 2 options différentes s'offrent à vous. Tuer 400 personnes ou tuer 0 personne avec 1 tiers de chance et tuer 600 personnes avec 2 tiers de chance». Et en fait, ce qu'il faut dire, c'est que, le choix entre A et B ou le choix entre C et D est équivalent. Donc si on doit utiliser A, on doit aussi choisir C et si on choisit B, on doit aussi choisir D, si on est consistant, si on est rationnel. Et en fait, la plupart des gens choisissent A, mais choisissent D. Donc il y a un problème de consistance, donc ils sont pas rationnels, selon Kahneman et Tversky. Sauf qu'en fait, il se trouve qu'il y a un problème d'information encore une fois, comme dans les autres cas. En fait ici, on dit sauver 200 personnes, mais on ne dit pas ce qui se passe des 400 autres personnes. Il faudrait dire sauver 200 personnes et ne pas sauver 400 personnes. On pourrait même dire et tuer 400 personnes. Et ici, tuer 400 personnes et ne pas tuer 200 personnes ou et sauver 200 personnes. Et là, en fait, quand on a toute l'information, on sait que les 400 personnes vont être tuées. Si on n'a pas toute l'information, si je vous dis ça, c'est sauver 200 personnes et peut-être avoir une chance de sauver un peu plus. Donc en fait, l'information n'est pas équivalente entre A et B et entre C et D. Donc il faut avoir, une information qui est complète. On a besoin de toute l'information pour les 2 programmes, pour s'assurer qu'il y a bien une équivalence, informationnelle. Et donc il y a d'autres études qui ont indiqué que de nombreuses personnes remarquent l'asymétrie entre les 2 programmes et en déduisent que l'option incomplète signifie qu'au moins 200 personnes sont sauvées, au lieu que strictement 200 personnes soient sauvées. Parce que contrairement au programme B, l'information sur le nombre de personnes qui ne sont pas sauvées n'est pas fournie. C'est ce qu'avait remarqué Mandel en 2014. Selon cette inférence, le programme A garantit que 200 personnes ou plus sont sauvées au lieu de 200 exactement. Et donc les jugements des gens ne semblent n'avoir rien à voir avec les prévalences instables ou un cadrage positif ou négatif, cadrage de gain, cadrage de perte, cadrage de sauver ou cadrage de tuer. Et donc c'est l'incomplétude du programme A qui est à l'origine de l'effet. Lorsqu'on fournit des informations incomplètes, les gens doivent faire des déductions intelligentes. Ce n'est pas un parti pris. Donc, cette étude qui est expliquée par Kahneman et Tversky comme étant une preuve, que les individus, font des choix en fonction du cadre de gain et du cadre de perte, ne permet pas de conclure à un effet de gain ou un effet de perte, tout simplement parce que l'information n'est pas complète. Autre exemple, l'exemple du biais de conjonction. Je pense que vous avez, si vous vous êtes intéressé au biais cognitif, vous connaissez déjà cet exemple, qui est donc encore une fois une description de Linda. Linda a 31 ans, elle est célibataire, elle est franche et elle est brillante. Elle possède une maîtrise de philosophie. Elle est étudiante. Quand elle était étudiante, elle se montrait très préoccupée par les questions de discrimination et de justice sociale. Elle participait aussi à des manifestations antinucléaires. Question qu'on pose aux individus, aux participants. Selon vous, Linda a-t-elle plus de chances d'être une guichetière dans une banque, activiste dans le mouvement féministe, ou guichetière dans une banque et active dans le mouvement féministe? Et en fait, donc les participants donnaient un certain pourcentage au fait d'être guichetière, un certain pourcentage au fait d'être active dans le mouvement féministe et un certain pourcentage au fait d'être guichetière dans une banque et active dans le mouvement féministe. Et comme on dit que Linda est célibataire, brillante, elle a une maîtrise de philosophie, donc elle est quand même plutôt de gauche, qu'elle est préoccupée par des questions de gauche, les gens disent qu'il y a de très fortes chances qu'elle soit active dans le mouvement féministe. Et en fait, ils se disent il y a tellement de chances qu'elle soit active dans le mouvement féministe qu'en fait, il y a plus de chances qu'elle soit active dans le mouvement féministe et guichetière, qu'elle soit guichetière toute seule. Ce qui n'est pas rationnel parce que pour pouvoir être guichetière dans une banque et active dans le mouvement féministe, il faut forcément être guichetière dans une banque. Donc la probabilité de 1 ou la probabilité de 2 doit toujours être supérieure à la probabilité du 3. Et si la probabilité du 3 est supérieure à la probabilité du 1, c'est qu'il y a un biais cognitif qui est le biais de conjonction. C'est-à-dire on n'a pas compris que A plus B était forcément inférieur à A ou à B tout seul. Ce biais cognitif, il a été, répliqué un certain nombre de fois et il a toujours été très bien répliqué. Il y a aucun problème avec ça, c'est un biais cognitif qui se réplique très bien. Sauf qu'en 2021, un de mes collègues et amis, Prasad Chandrasekhar, il s'est dit: «Qu'est-ce qui se passe si on modifie le scénario et qu'on fait une sorte de miroir du scénario dans un cadre qui est exactement le même d'un point de vue, sous-jacent, mais on change tout de la description?» La description qu'il a utilisée dans son article est le suivant: «James a grandi dans une famille de bohémiens, donc il est de gauche. Son père est musicien et sa mère peintre, donc il est de gauche.
Ils ont vécu ensemble pendant 40 ans et ne se sont jamais mariés. James était un enfant très talentueux avec un don spécial pour la comédie, mais il s'est transformé en un fauteur de troubles rebelle dans sa jeunesse. Il est de gauche. Il a abandonné l'université après 2 ans et voyagé en Asie pour apprendre l'artisanat. Il a aujourd'hui 35 ans. Il est de gauche, hein. Selon vous, James a-t-il plus de chances d'être artiste, votant pour le Parti conservateur, ou artiste et votant pour le Parti conservateur? Donc là, l'idée, encore une fois, c'était de se poser la question: est-ce que les individus ont plus de chances de dire 3 que de dire 2? Là où avant c'était pareil, est-ce qu'il y a plus de chances d'être 3 que de dire 1? Eh bien, la réponse est, alors je vous donne d'abord la réponse pour Linda. Donc on s'intéresse en fait au cas unlikely, donc guichetière, et le cas and, donc guichetière et hem, féministe, pardon, active dans un mouvement féministe, et on veut savoir s'il y a une différence significative entre les 2, et on voit ici avec cette petite ligne que la p-valeur est significative, donc il y a bien une différence entre unlikely et and, et on voit d'ailleurs les moyennes ici, la moyenne est quasiment le double que la moyenne, de Lichtière. Donc on voit bien ici qu'il y a un effet, très fort du biais de conjonction. Et maintenant, si on s'intéresse au profil de James, on voit ici que la moyenne est à 18 et la moyenne ici est à 15, donc il y a aucune différence, la différence n'est pas significative entre, le fait que, James est membre du Parti conservateur ou James est membre du Parti conservateur et en plus artiste. Donc en fait, si l'effet, du biais de conjonction est très bien répliqué avec le profil de Linda, si on modifie Linda par un profil un petit peu différent, c'est un homme, il a une autre carrière et cetera, l'effet disparaît. Donc la question qu'on se pose là, c'est à quel point cet effet-là est généralisable, à quel point cet effet qui est trouvé uniquement dans un cadre très particulier qui est le profil de Linda, peut être généralisable à d'autres profils et est généralisable à un biais de conjonction de manière, générale, qui s'applique à d'autres, choix et prises de décision des êtres humains. Donc c'est quand même, une contrainte de généralisabilité qui est assez extrême, hein. C'est-à-dire on ne sait pas vraiment, retrouver ce biais de conjonction à l'extérieur du profil de Linda. Alors un autre point qui est l'aversion à la perte. L'aversion à la perte, hein, l'idée générale, qu'on explique aux étudiants, c'est, vous vous baladez avec dans la poche, 10 € et vous mettez votre main dans la poche et vous avez perdu votre billet de 10 €, vous êtes triste et vous dites ça à quelqu'un de votre famille et elle vous dit: «Ah bah, vous inquiétez pas, te tiens, prends ce billet de 10 €», tu prends le billet de 10 €, est-ce que tu es triste ou pas? Et la réponse est oui, tu restes triste. Normalement, si tu étais rationnel, +10, -10, enfin -10, +10, tu es parfaitement neutre. Et en fait, on se rend compte qu'on est, triste parce qu'on a plus horreur de perdre qu'on aime bien gagner de l'argent. Et donc, ce que dit Kanane Tversky, c'est, pour être aussi heureux de gagner de l'argent que d'avoir perdu 10 €, il faudrait, gagner 20 €. Donc c'est l'idée que la perte ait un impact plus important que le gain. Et pourtant, les connaissances actuelles indiquent que l'aversion à la perte n'existe que dans des scénarios et des contextes très réduits, que dans d'autres, il y a une aversion au gain, donc on a plus peur de gagner qu'on a peur de perdre, et qu'on n'a pas de compréhension claire de raison de ces changements. Ça, c'est ce que nous dit Gall et Rucker en 2018, et Spector en 2024 disait, Spector et collaborateurs disaient: des recherches supplémentaires sont nécessaires pour établir comment les comportements des individus en cadre de perte et de gain sont affectés par la dépendance au contexte dans la nature, c'est-à-dire en dehors des contrôles des scénarios en laboratoire. Donc on n'est pas capable aujourd'hui en 2024 de dire l'aversion à la perte est un phénomène robuste et applicable à l'extérieur des scénarios en laboratoire. C'est quand même assez fou, hein, parce que parce que c'est ce que je disais, par la suite, une vaste majorité des chercheurs en économie et en psychologie pensent que l'aversion à la perte est un biais cognitif robuste et généralisable. Ce n'est pas le cas. Les chercheurs actuels qui travaillent sur l'aversion à la perte nous disent: «On ne sait pas si c'est applicable à l'extérieur du laboratoire». Donc c'est quand même assez fou, hein, de voir ces surgénéralisations, qui arrivent partout, et moi j'interprète cette surgénéralisation par, ce que des chercheurs appellent le biais du biais. OK, dernier point, dernière critique, dernier debunk des biais cognitifs, si on peut dire ça comme ça, c'est sur le biais de confirmation. Alors, il faut savoir que le biais de confirmation n'existe pas, vous pouvez chercher dans la littérature scientifique, ça n'existe pas. On parle de biais de confirmation d'hypothèse, ce qui est très différent, de ce que les individus, enfin ce que les non-chercheurs, comprennent du biais de confirmation. Et en gros, l'idée du biais de confirmation d'hypothèse, c'est que quand on a une prédiction, l'expérience va la modifier dans le sens de notre prédiction.
Donc en somme, si on pense qu'un dé va tomber sur 1 au lieu de 2, 3, 4, 5, 6, peu importe qu'il tombe sur un autre nombre ou sur 1, ça va renforcer notre idée qu'il va tomber sur 1 au prochain jet. Et ça semble irrationnel. Et en fait, dès l'origine de la mise en évidence du biais par Johnson Laird ou Meinatz dans les années 70, les chercheurs se sont demandé si les individus testaient vraiment une prédiction, donc une hypothèse, ou une croyance. Et ça, c'est très différent de tester une croyance ou de tester un jugement. Et donc si c'était vraiment le cas, si les individus testaient une croyance et non pas un jugement, alors c'est pas un biais cognitif. Ce serait un biais de croyance peut-être, mais c'est pas un biais cognitif. Et en plus de ça, le biais de confirmation est difficile à mettre en évidence. Les travaux de Johnson Laird et de Meinatz n'ont pas été répliqués. Donc les chercheurs qui ont mis en évidence le biais de confirmation d'hypothèse, ils ont fait 2 études. Ces études, on n'a pas réussi à les répliquer. Donc c'est quand même un gros problème, à ce niveau-là. Marion Worms concluait en 2021 dans un article en français, donc je vous invite à le lire, il est vraiment très intéressant. L'article s'appelle «Le biais de confirmation en question» et concluait de la manière suivante: «En l'absence d'une norme claire vis-à-vis de laquelle une infraction systématique serait établie, et dans la mesure où un modèle normatif qui à terme maximise l'exactitude des représentations semble compatible avec les réponses des participants, rien n'autorise, semble-t-il, à conclure à l'irrationalité. En bref, il ne semble pas rester grand-chose au terme de ce tour d'horizon en faveur de l'existence d'un biais de confirmation.» Donc en 2021, Marion Worms, qui fait un long article sur la question, qui parle du biais de confirmation, nous dit: «Aujourd'hui, on n'a pas de preuve qu'il existerait un biais de confirmation.» Et d'ailleurs, quand il s'agit de tester expérimentalement le biais de confirmation, on teste principalement, ce qu'on appelle le wishful thinking. Wishful thinking, l'idée c'est de tester, les hypothèses associées à des croyances optimistes. Et en fait, le wishful thinking est compatible avec les probabilités bayésiennes. Donc on peut modéliser mathématiquement, le wishful thinking, les résultats associés au wishful thinking. Et donc si on peut le modéliser mathématiquement, ça signifie que la confirmation d'hypothèse est rationnelle. Si on peut le modéliser mathématiquement, c'est que c'est rationnel. Donc en fait, le biais de confirmation n'est pas un biais, la confirmation d'hypothèse est rationnelle selon, Melkinov et Strominger en 2024. Alors 2024, c'est quand même extrêmement récent. Peut-être qu'en 2025, 2026, 2027, notre compréhension du phénomène aura encore évolué. Mais pour l'instant, il n'y a pas de biais de confirmation. La confirmation d'hypothèse, jusqu'à preuve du contraire, serait plutôt rationnelle. Alors certains auteurs, qui s'intéressent du coup plutôt aux croyances, qu'aux biais cognitifs, vont parler du terme assimilation biaisée, qui fait donc référence plutôt à un biais de croyance. Certains parlent aussi de biais idéologique, mais pour moi, la définition de ces termes, elle reste floue et de toute façon, ça a rien à voir avec les biais cognitifs. Ça a rien à voir avec les biais cognitifs parce que 1, c'est pas systématique et 2, c'est pas généralisable. Donc la question qu'on se pose, c'est: ça veut dire quoi un biais dans ce cas-là? C'est quoi la norme? Qui définit la norme d'une croyance et qui définit la norme d'une idéologie? Et comment on la définit? Pour moi, tout ça, c'est très, très flou et c'est très nébuleux. Il faut faire extrêmement attention avec ce genre de pratiques qui me paraissent un peu non scientifiques. Mais, bon, je rentrerai pas dans les détails. Donc en somme, ce qu'on vient de dire, c'est qu'il y a de nombreux biais qui ne sont pas des biais, parce qu'ils sont pas systématiques, qui sont pas généralisables en dehors de contextes très précis, issus de descriptions spécifiques et qui ne sont pas dans les situations réelles. C'est pas des choix que font les individus dans leur vraie vie. Je vous ai donné plein d'exemples: le biais de conjonction, le biais du cadre, le biais de confirmation, l'aversion à la perte, l'heuristique de disponibilité. Non, c'est pas l'heuristique de disponibilité, c'est l'heuristique de représentativité, je suis désolé. Et il est tentant de généraliser ces biais à des situations réelles, mais sans preuve sérieuse d'erreur systématique, on risque de dévoyer l'impact de l'économie comportementale. Donc il faut être extrêmement prudent et humble vis-à-vis des conclusions et des résultats qu'on apporte, vis-à-vis, de ce que l'on appelle des biais, mais qui ne sont pas forcément des biais. Ou du moins, s'ils ce sont des biais uniquement dans des cas très précis. Il ne faut pas aller, surgénéraliser les choses. Donc ça, c'était la conclusion vis-à-vis du manque de rationalité. Vous vous souvenez, hein, le premier argument des économistes comportementaux sur l'existence des biais. Le second argument qu'ils avaient, c'était l'idée d'entêtement. L'idée d'entêtement, c'est l'idée que les biais cognitifs fonctionnent comme des illusions visuelles. Là, je vous ai mis une petite illusion visuelle, juste pour vous en parler très rapidement. Vous avez ici une image fixe, mais quand vous la regardez, vous voyez, que ça bouge et même si vous vous dites: «OK, c'est une image fixe», parce que je vous ai dit: «C'est une image fixe», c'est impossible pour vous
de la faire ne pas bouger. Ça bouge forcément. Sauf que là, je vais vous donner un petit indice supplémentaire. Cette image-là, vous ne la verrez jamais dans votre, dans le monde réel. Vous ne la verrez qu'en image comme ça. Je veux dire, vous regardez par votre fenêtre, vous ne verrez pas ça. Vous regardez chez vous, dans votre salon, là je suis dans mon salon, je ne verrai pas une image comme ça. Ce sont des images qui n'existent pas dans le monde réel non plus. Et en fait, il n'y a pas vraiment d'illusion visuelle dans le monde réel. C'est très rare que notre cerveau nous trompe dans le monde réel. Donc, selon Kahneman, les biais sont comme des illusions visuelles, sont persistants, difficilement corrigibles par l'éducation. Même si on sait qu'ils existent, on ne peut pas s'empêcher de les voir. Sauf que les illusions visuelles ne sont pas un signe d'irrationalité, mais un sous-produit d'un cerveau intelligent qui fait des inférences inconscientes à partir d'une image rétinienne bidimensionnelle vers un monde tridimensionnel. Nos yeux voient en 2 dimensions et notre cerveau réinterprète ça en 3 dimensions. Les chercheurs dans la vision considèrent notre système visuel comme une merveille d'intelligence inconsciente qui parvient à déduire des objets tridimensionnels à partir d'une image rétinienne bidimensionnelle, ce que je viens de vous dire. Et donc, selon Shepard, 90, tromper un système visuel qui a une vue binoculaire complète et librement mobile d'une scène bien éclairée est presque impossible. Ainsi, en psychologie, le système visuel est considéré comme un génie qui est capable de faire des inférences intelligentes et les inférences sont nécessaires pour donner un sens aux images sur la rétine. Je crois que est considéré plus comme un génie pour faire des inférences intelligentes et les inférences sont nécessaires pour donner un sens aux images sur la rétine. Donc en fait, les chercheurs en psychologie qui s'intéressent à la vision nous disent quand le cerveau se trompe est victime d'illusions visuelles, c'est que dans des cas extrêmement particuliers et ces cas n'existent pas dans le monde réel. Dans l'immense majorité des cas, il ne se trompe pas. Et donc on voit bien là que le discours qui est tenu par les chercheurs, dans le milieu, des illusions visuelles est complètement différent, du discours qui est tenu par les tenants des biais cognitifs qui dit: «Bah, comme les biais visuels, comme les illusions d'optique, on se trompe tout le temps, on est toujours mauvais, on a même quand on le sait qu'on se trompe, on se trompe quand même. Même quand on a appris comment ne pas se tromper, on se trompe quand même» et en gros, il y a vraiment une grosse différence entre les 2. En fait, on devrait se dire: si on utilise la métaphore de l'illusion visuelle pour parler des biais cognitifs, alors on devrait dire que le cerveau ne se trompe jamais, sauf dans des cas très particuliers qui sont des cas descriptifs et qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans la vraie vie des individus. Donc là, on peut débunker très facilement cette idée d'entêtement et cette idée que ce n'est pas corrigible par l'expérience en disant que, la métaphore des illusions, visuelles, tient pas. Ensuite, pour ce qui est des coûts substantiels, l'idée des coûts substantiels, c'est de dire que les biais peuvent entraîner des coûts pour le bien-être, tels qu'une baisse de la richesse, de la santé ou du bonheur. Dit autrement, si les individus font de mauvais choix, ils risquent de faire de mauvais choix économiques et donc de ne pas réussir à maximiser leurs gains, maximiser leur salaire, maximiser leur choix de travail, et cetera. On a ici une énorme étude, je ne sais pas combien il y a d'auteurs, mais il y en a énormément, qui s'appelle Poor but not by choice, dans lequel ils ont demandé à plus de 5000 participants dans 27 pays différents. Ils leur ont posé des questions sur des biais cognitifs et ils ont testé. Donc ces participants, c'était pas des participants tout venant, c'est des personnes qui soit avaient un faible revenu, soit des déviants positifs. Quels sont les déviants positifs? Un déviant positif, c'est quelqu'un qui a surmonté des désavantages financiers dans leur enfance. Donc on a testé s'il y avait des différences dans les biais cognitifs entre des personnes qui sont pauvres et des personnes qui auraient dû être pauvres, mais qui, grâce à des avantages, enfin, qui dans leur vie ont réussi à se sortir de la pauvreté pour avoir, des salaires qui leur permettent de vivre convenablement. Et en fait, ce qu'ils ont remarqué, c'est que peu importe le biais cognitif, vous avez ici tous les biais cognitifs, vous avez les moyennes ici. Ici, vous avez en rose le groupe des personnes qui étaient plus pauvres et en bleu le groupe des déviants positifs, donc les personnes qui auraient dû être pauvres mais qui ne le sont pas. Et vous voyez ici qu'il y a, peu importe le biais cognitif, il y a aucune différence significative. Ils ont tous, ils font tous le même type de choix ou le même type de jugement. Donc ici, on peut très facilement débunker l'idée des coûts substantiels en disant que les personnes, aient fait des choix qui les amènent à mieux vivre dans leur société ou à être pauvres et à avoir des difficultés dans la société, ça n'a rien à voir avec les biais cognitifs. Donc il n'y a pas de coûts substantiels. Donc on se retrouve ici
à avoir débunké l'idée de manque de rationalité en montrant que la plupart des biais cognitifs ne tiennent pas dans la réalité. L'idée d'obstination ou d'entêtement, en anglais c'est stubbornness, donc j'ai traduit des deux manières. Obstination ou entêtement ne tient pas non plus parce que si on s'intéresse aux illusions visuelles, les illusions visuelles ne sont pas persistantes parce qu'elles n'existent pas dans le monde réel. Elles n'existent que dans des cas très particuliers qui sont des créations par des chercheurs qui essaient de tromper ou des magiciens ou voilà, qui essaient de tromper les individus. Et difficilement corrigible par l'éducation, ben, ça dépend de quoi on parle. C'est difficilement corrigible par l'éducation si on s'intéresse aux cas très particuliers créés par les chercheurs, mais dès qu'on s'intéresse, à ce qui se passe dans la vraie vie, bah, ça peut être corrigible par l'éducation. Et au niveau des coûts substantiels, ben, on voit qu'il y a pas de différence entre les personnes qui ont fait des bons choix de vie, si je peux te donner, si je peux mettre des guillemets à «bons», mais qui ont fait des choix de vie qui leur permettent de sortir de la pauvreté et des personnes qui n'ont pas réussi à sortir de la pauvreté. En fait, ils ont fait les mêmes choix, simplement il y en a qui ont plus de chance que d'autres ou et par chance, je veux dire qu'il y a eu une structure autour d'eux qui leur a permis de s'en sortir, un système autour d'eux qui leur a permis de s'en sortir, alors que pour d'autres, le système autour d'eux ne leur a pas permis de s'en sortir, mais ça n'a rien à voir avec leur choix individuel. Donc on a pu débunker les 3 arguments, des économistes comportementaux vis-à-vis, des biais cognitifs. Il va nous rester à vérifier si malgré tout, les biais peuvent justifier le paternalisme gouvernemental. Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser la théorie des biais cognitifs qui peut-être n'est pas applicable, à toutes les situations, mais qui peut-être peut être applicable à certaines situations et qui peut justifier, le paternalisme gouvernemental? OK? Alors avant ça, je vais vous faire une petite conclusion sur le biais de biais parce que, pour moi, il y a vraiment un avant et après. Il y a toute une partie sur le biais cognitif et toute une partie sur les nudges et pour moi, ces 2 choses-là sont très reliées, mais c'est quand même 2 parties différentes. Donc par rapport à cette conclusion sur le biais de biais, j'aime beaucoup, cette citation de Alison Gopnik, qui est psychologue du développement et qui a été présidente de l'APS, qui a un jour demandé: «Mais pourquoi on dit que les adultes sont souvent si stupides concernant les probabilités, sont incapables de faire des bonnes probabilités, de faire de bonnes inférences, alors qu'on dit que les bébés et les chimpanzés sont considérés comme des êtres extrêmement intelligents?» Eh bien, la réponse, c'est que les méthodes expérimentales pour étudier les bébés et les adultes sont différentes et conduisent à des conclusions différentes. On dit que les adultes ne sont pas de bons statisticiens parce qu'on teste, d'une certaine manière et on dit que les bébés et les chimpanzés sont de bons statisticiens parce qu'on teste d'une autre manière et c'est uniquement la méthode qui amène à des conclusions radicalement différentes, alors que la théorie suggérerait que globalement, dans certains cas, on est de très bons statisticiens et que dans d'autres cas, on est très mauvais et ces cas dans lesquels on dit qu'on est très mauvais sont des cas qui, globalement, ne correspondent pas à la réalité, quotidienne des individus. Et donc ça amène au biais du biais. Donc là, je vous donne la définition exacte du biais, qui est la tendance à avoir des biais systématiques dans le comportement, même lorsqu'il n'y a qu'une erreur non systématique ou aucune erreur vérifiable du tout. Pourquoi est-ce qu'il y a un biais du biais? Donc j'avais expliqué d'abord pourquoi le programme des heuristiques et des biais a pris parmi les chercheurs. Là, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il y aurait, un biais qui a favorisé le fait qu'on parle du biais partout? La première chose, c'est que, la théorie des biais cognitifs est centrale dans l'économie comportementale et a modifié durablement les manières de voir le monde des économistes et des psychologues. Il n'y a pas de déviation vis-à-vis de la théorie du choix rationnel, soit parce que la théorie est trop limitée. Donc, ce que disait Simon, hein, il faut se départir de la théorie de l'utilité espérée qui est trop limitée, soit parce que ces déviations ne sont pas systématiques, donc il n'y a pas de biais. Alors l'ensemble de l'économie comportementale s'effondre. Donc en fait, le programme d'heuristiques et de biais est too big to fail. Il y a trop de personnes qui sont impliquées, il y a trop de chercheurs qui sont impliqués dans ces théories-là pour que, on dise finalement ces théories-là, elles sont pas bonnes. En second lieu, il y a aussi un principe de validation de ces croyances. Alors j'ai mis un petit peu de cynisme là-dedans, mais certains diraient un biais de confirmation. Si je dois être en capacité de comprendre pourquoi les autres agissent mal grâce à mes connaissances en biais cognitifs, si je suis un super chercheur qui comprend mieux que les autres pourquoi ils se trompent, alors je vais définir leur comportement systématiquement à travers ma connaissance des biais cognitifs. Donc ça, c'est vraiment l'idée, très, ouais, de biais de confirmation, hein, de dire: «Bah, moi, vu que je connais les biais cognitifs, je peux tout voir à travers ce filtre et en fait, vu que je vois tout à travers ce filtre, ça confirme le fait que ma théorie est bonne».
Et en fait, cette idée-là, moi, j'aime beaucoup, cette discussion qu'a eu Popper qui est un philosophe des sciences, avec Adler. Adler qui est un psychanalyste très influent, donc en 1919. Donc c'est Popper qui dit ça. Une fois en 1919, je rapportais, un cas qui ne me à Adler, un cas qui ne me paraissait pas particulièrement adlérien, mais qu'il n'eut aucune difficulté à analyser d'après sa théorie des sentiments d'infériorité, qui est une théorie d'Alfred Adler, bien qu'il n'eût même pas vu l'enfant. C'est-à-dire il lui explique un cas sur un enfant. Adler dit: «Bah, c'est parfaitement logique, ça correspond parfaitement à ma théorie», alors qu'il a même pas vu l'enfant. Légèrement choqué, je lui ai demandé comment il pouvait en être aussi sûr. Bah, c'est facile, j'ai au moins 1000 expériences similaires, répondit-il. Sur quoi je ne pus m'empêcher de lui dire: bah, avec ce nouveau cas, je suppose que votre expérience est de 1001 fois. Donc c'est un petit peu aussi du cynisme de la part de Popper de dire bah, finalement, quand les chercheurs ont une théorie, ils voient tout à travers leur théorie et en fait, ils n'essayent pas de trouver à quel point leur théorie pose problème, ce qui devrait être d'ailleurs le fondement de la philosophie des sciences, c'est à chaque fois qu'on a une théorie de dire d'essayer de trouver à quel point cette théorie ne fonctionne pas, pour voir justement à quel point elle fonctionne et en fait, les chercheurs globalement ne font pas ça et moi-même globalement je ne fais pas ça. C'est très difficile d'adopter ce point de vue. Les chercheurs disent: «Ma théorie elle est super et je vais tout expliquer grâce à ma théorie». Il faut vraiment essayer, de renverser ce type de manière de penser, de la part des chercheurs et c'est très difficile parce qu'on n'est pas on n'est pas câblé pour, quoi. Donc je trouve que de voir, qu'en 1919 les chercheurs avaient ce problème-là et qu'aujourd'hui les chercheurs en économie comportementale ont les mêmes problèmes, ça montre à quel point c'est difficile de faire de la science. C'est pas trivial de faire de la science. Et une troisième explication et je pense qu'elle est extrêmement importante, c'est la relation économique et de pouvoir qui est liée à cette vision du monde. Il est possible de monétiser des interventions sociales, par exemple à travers les nudges. Il est possible de monétiser des formations de biais cognitifs, d'utiliser les biais cognitifs comme une manière d'être une meilleure version de soi-même. Donc là, big up à tous les coachs LinkedIn, mais aussi de critiquer des opposants politiques, voire des opposants dans le domaine de la justice, par exemple en indiquant que des témoins dans un procès ont été victimes de biais cognitifs. Je vais vous donner pas mal d'exemples, mais typiquement, une vidéo YouTube, alors j'ai pas mis de source ici, c'est les 10 biais cognitifs qu'utilisent les candidats pendant les élections. Donc voilà, ça permet comme ça de faire un petit peu le buzz sur YouTube en disant: «Voici quels sont les biais cognitifs». Slate qui dit: «Les anti-vaccins sont victimes d'un biais cognitif, c'est la science qui le dit». C'est la science. Mais également, le Huffington Post qui dit: «Voici le nouveau clip pour la vaccination qui utilise des biais cognitifs pour vous convaincre». Donc c'est facile. Les anti-vaccins sont victimes d'un biais cognitif, mais ceux qui se vaccinent sont aussi victimes d'un biais cognitif. Donc comme ça, c'est facile, c'est une théorie qui explique tout, mais qui du coup n'explique rien. Tout le monde est victime de biais cognitifs et tout le monde utilise des biais cognitifs pour se convaincre de X et de moins X, quoi. C'est quand même assez fou, mais si vous vous intéressez à n'importe quel sujet, vous allez voir qu'il y a des gens pour vous dire: «Les gens qui croient ceci, le croient parce qu'ils sont victimes de biais cognitifs et les gens qui croient le contraire, le sont parce qu'ils sont victimes de biais cognitifs». Donc ça montre bien à quel point Heu, bah, l'idée de biais cognitif est en fait fondamentalement une idée qui est un petit peu en non scientifique. C'est une idée, dont la théorie est trop faible. On parle de théorie faible et de théorie forte en philosophie des sciences. C'est une théorie qui est trop faible. Si elle permet d'expliquer tout et son contraire, elle est trop faible. Donc ça pose un énorme problème. Donc on en est là et on va s'intéresser, heu, au paternalisme gouvernemental. L'idée du paternalisme gouvernemental, c'est que pour protéger les gens de leurs biais, les gouvernements sont capables de pousser le public à adopter un meilleur comportement. Quand je dis public, c'est les citoyens. On va prendre, 2 citations. Le premier, c'est celle de la première citation, c'est celle de Alan Greenspan qui dit: «Juste après la crise de 2008, j'ai commis une erreur en présumant que les intérêts personnels des organisations, en particulier des banques et d'autres, étaient tels qu'ils étaient les mieux à même de protéger leurs propres actionnaires et leurs capitaux propres dans les entreprises». En somme, ce qu'il dit là, donc lui, ça a été, à l'époque, le directeur de la, de la réserve fédérale américaine, donc c'est lui qui contrôlait, la réserve fédérale américaine. Ce qu'il dit ici, c'est, «J'ai eu tort de croire la théorie de la main invisible qui dit que, les banques et les entreprises, heu, de par le fait qu'elles vont essayer de maximiser leurs intérêts, vont toujours être dans une situation qui va favoriser le développement économique et c'est à cause de ça qu'on a eu des crises économiques». Et ce qu'il dit ici, sans le dire exactement, c'est: «Il faut que les gouvernements, heu, obligent d'une manière douce, les banques
et les entreprises à faire des choix qui soient dans leur intérêt économique, parce qu'en fait, les banques et les entreprises ne sont pas capables de faire des choix qui vont dans leur intérêt économique. Ils peuvent se tromper et quand ils se trompent, ça a des répercussions graves. Ce que lit Paul Krugman, qui est lui-même, qui a lui-même reçu un prix en hommage, un prix d'économie en hommage à Nobel. Il dit: «Les économistes doivent abandonner la solution intéressante mais erronée qui consiste à supposer que tout le monde est rationnel et que les marchés fonctionnent parfaitement». Donc encore une fois, hein, l'idée de la main invisible. La vision qui se dégage au fur et à mesure que la profession repense ses fondements n'est peut-être pas très lucide, mais on peut espérer qu'elle aura la vertu d'avoir au moins en partie raison. La vision qui se dégage actuellement, c'est la vision paternaliste, qui est de dire que les gouvernements doivent mettre la main à la pâte. Les gouvernements doivent hem, modifier le système économique et financier pour s'assurer que le système économique et financier soit toujours au bénéfice des individus, qui la composent. Heu, donc pareil, lui, il est plutôt de gauche, enfin il est de gauche américaine, il est libéral, alors que Greenspan est plutôt conservateur. Mais en fait, les 2 s'accordent, là-dessus, en disant: «Il faut que le gouvernement, à un moment donné, régule le marché et il doit le réguler sans forcer, les entreprises, donc sans faire de lois, contraignantes et donc la seule manière de faire, c'est par du paternalisme comportementale. Donc ça va donner toute l'idée de politique, comportementale. Donc la vision qui se dégage ici, il ne le dit pas clairement, dans cette citation, mais c'est la politique comportementale. La politique comportementale, c'est une politique économique qui s'appuie sur les théories comportementales. Et étant donné que les économistes comportementaux, comme les économistes néoclassiques, considèrent que la préoccupation normative centrale est le bien-être et sa distribution, ce travail est souvent discuté sous la dénomination d'économie comportementale du bien-être. Je vous la fais très courte parce que ça serait vraiment, je fais, 1 heure et demie de cours uniquement là-dessus, donc là, je vous le fais juste en 3 phrases. L'économie comportementale, c'est une toute petite branche, de ce qu'on appelle la microéconomie et la microéconomie est une toute petite branche de ce qu'on appelle l'économie néoclassique et dans l'économie néoclassique, on dit: «Les institutions, les entreprises, les individus ont pour objectif de maximiser une valeur», qui est souvent le gain financier, mais aussi le bien-être. Qui alors évidemment après c'est comment on opérationnalise le bien-être, ça c'est vraiment une question, qui anime, toute la profession. Mais l'idée c'est de maximiser le bien-être et en économie comportementale, on dit: «Les individus doivent maximiser leur bien-être» et comment on maximise le bien-être? Eh bien en essayant de gagner le maximum d'argent, par rapport au salaire, de maximiser le maximum d'argent en un minimum de temps parce que ça libère du temps pour faire autre chose et cetera et cetera. Maximiser, leur santé, maximiser leur éducation, voilà ça englobe un très grand nombre d'aspects. Et donc le paternalisme libertaire, c'est la thèse selon laquelle il est légitime pour les gouvernements d'aider les gens, d'aider les citoyens à prendre eux-mêmes de meilleures décisions par leur propre lumière, s'il est possible de le faire sans interférer avec leur liberté ou leur autonomie. Donc on va on va amener les gens à agir de la meilleure manière, sans forcément qu'ils le sachent, mais en tout cas, parfois ils peuvent le savoir, mais en tout cas, sans les obliger, sans les contraindre. Donc il peut être doux, léger ou asymétrique. Dans l'idée de paternalisme libertaire, il y a l'idée de paternalisme et de libertaire. Paternalisme, c'est dans le sens où on vise à améliorer la situation des gens. On va améliorer leur bien-être grâce à cette politique. Donc on est un petit peu comme, un père bien aimant qui sait mieux que l'individu ce qui est bon pour lui. Et l'idée de libertaire, il est libertaire dans le sens où on doit le faire en respectant la liberté et l'autonomie des individus. Donc on évite toutes les solutions. Ah, ils disent dictatorial dans le livre. Tout ça provient d'un livre, j'ai mis toutes les références à la fin et ça vient d'un livre qui s'appelle A Course in Behavioral Economics, heu et donc ils utilisent le terme dictatorial. On pourrait dire, il évite les solutions, contraignantes. On pourrait utiliser ce terme aussi. Voilà donc j'ai repris ici un petit graphique, de ce livre, donc je le répète, A Course in Behavioral Economics. Et où on dit voilà, il y a le comportement informé et rationnel, on va direct du point A au point B et puis après il y a un comportement irrationnel non informé où on va essayer d'aller soit vers B', soit vers B, on ne sait pas trop, on tergiverse, c'est compliqué et cetera. Donc on peut simplifier la vie des gens en les amenant à aller directement du point A au point B en sachant que le point B c'est mieux et meilleur que le point B'. Heu, voilà, c'est l'idée, l'idée des nudges, quoi. Et donc arrivent les nudges. Qu'est-ce qu'un nudge? Un nudge est une intervention sur l'architecture du choix, telle que les critères suivants sont remplis. Donc là, on est dans la définition
Il vise à aider les gens à prendre de meilleures décisions eux-mêmes plutôt que de prendre des décisions à leur place. Donc on dit pas aux gens: «Vous devez faire le choix B». On leur dit: «Il y a le choix B, il y a le choix B prime, il y a d'autres choix, mais peut-être que le B est un petit peu meilleur que le B prime, vous faites ce que vous voulez». Deuxièmement, il impose des coûts très faibles aux individus. On si les individus font le choix B plutôt que le choix B prime, ils doivent le faire sans que ce soit compliqué pour eux de le faire. Il n'y a pas d'effet ou il y a des effets très faibles sur les personnes qui sont déjà rationnelles et informées. Les personnes qui font le choix B, ça leur change rien, ça doit rien leur changer. Et il a un effet bénéfique et non trivial et potentiellement important sur les personnes qui ne sont pas rationnelles ou informées. C'est-à-dire que les personnes qui font un choix B' et qui vont faire le choix B, ça doit leur apporter quelque chose en termes de bien-être, peu importe comment on définit le bien-être. Donc si la définition n'est pas claire pour vous, je vais vous donner des exemples. Un exemple, c'est les options par défaut. Donc les options par défaut, c'est des options qui sont définies par défaut, à moins que le décideur ne fasse le choix actif d'accepter ou de refuser. Je vais vous donner un certain nombre d'exemples. Le paramètre de confidentialité des médias sociaux sont souvent publics, sauf si on les modifie. Donc ça, c'est un exemple qui favorise les grosses entreprises qui disent en gros, ben, on va faire de l'argent avec vos données par défaut, mais si vous voulez pas qu'on fasse de l'argent avec vos données, il va falloir que vous alliez modifier, vos paramètres par défaut comme étant paramètres privés. Alors je vais vous donner des exemples, d'options par défaut qui sont plus intéressantes pour les individus. Le premier exemple, c'est les cookies. Hem, les cookies, fut une époque, étaient acceptés par défaut. C'est-à-dire que vous allez sur un site, le site téléchargeait des cookies sur votre ordinateur pour vous pister. Aujourd'hui, grâce, à l'Union européenne, il faut que vous cliquiez sur un bouton, pour accepter les cookies. Donc le défaut n'est pas vous acceptez, le défaut est vous n'acceptez pas, mais vous devez cliquer sur un bouton pour accepter. Donc on modifie le défaut en espérant que, les individus qui, n'acceptent, enfin qui ça amène plus d'individus qui ne voulaient pas de cookies à ne pas accepter les cookies. Donc seules les personnes qui ont fait un choix éclairé acceptent les cookies. Dans les faits, vous le savez aussi bien que moi, c'est pas aussi clair et en fait, on accepte les cookies par défaut parce que sinon on peut pas accéder à la plupart des pages web, quoi. C'est impossible de naviguer sur le web, sans cookies. Il y a pas mal d'exemples comme ça d'options par défaut, mais voilà, c'est pour vous donner un certain nombre, d'idées. Autre exemple de nudge, c'est les délais de réflexion. Les délais de réflexion, c'est des périodes de temps qui suivent une décision au cours desquelles les décideurs peuvent revenir sur leur choix pour contrer les décisions impulsives. Donc vous payez et vous pouvez décider, de vous faire rembourser pendant une certaine période. Il y a un 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 catalogue de jeux vidéo très connu qui s'appelle Steam, qui, a changé drastiquement sa politique, en disant: «Bah, vous avez une période et un délai de réflexion de 2 heures». C'est-à-dire que vous achetez un jeu vidéo, vous pouvez y jouer 2 heures avant de vous faire rembourser et passé ces 2 heures, vous n'avez plus le droit de vous faire rembourser parce qu'on estime que vous avez trop joué aux jeux vidéo pour vous faire rembourser. C'est quelque chose qui a modifié, heu, énormément la manière de concevoir les jeux vidéo parce que plein de gens, plein de concepteurs de jeux vidéo ont fait en sorte que leurs jeux vidéo durent au moins 3 heures, alors qu'avant il y avait plein de jeux qui duraient moins de 2 heures. Donc vous voyez que c'est des choses qui, vraiment, ont, ont un effet très fort sur les marchés économiques. Les délais de réflexion, c'est l'idée de dire que c'est moins coûteux de payer pour quelque chose, moins coûteux cognitivement, parce que quand on paye quelque chose, on n'est jamais sûr d'avoir, que ce soit le bon choix. Mais le fait d'avoir un délai de réflexion, ça fait que même si on se trompe et qu'on se dit: «Bah, finalement c'est pas un bon choix», bah, c'est moins coûteux pour nous parce qu'on peut se faire rembourser. C'est moins coûteux cognitivement d'y réfléchir. Voilà, un troisième exemple, c'est le programme Save More Tomorrow qui encourage les travailleurs américains à épargner davantage en vue de la retraite en leur donnant la possibilité de s'engager à l'avance à consacrer une partie de leurs futures augmentations à l'épargne. Donc globalement, l'idée, c'est de dire: «Je gagne aujourd'hui 2 000 €, je sais que dans 10 ans, je gagnerai 2 300 €. Et bien, plutôt que de dire, ça, je me dis: «OK, dans 5 ans, je gagnerai ou dans 10 ans, je gagnerai toujours 2 000 €. Les 300 € de plus, c'est de l'argent que je mets directement sur un compte en vue de ma retraite». Donc ça va permettre de dire: «Je ne perds pas d'argent», de ne pas avoir l'impression de perdre de l'argent, hem et du coup, ça permet d'avoir plus de chances d'épargner et donc plus de chances que les individus épargnent suffisamment pour leur retraite. Donc pareil, ça c'est un nudge.
Donc les équipes qui travaillent sur les nudges, il y en a des je sais même pas combien, si ça a dépassé la centaine, mais il y en a plusieurs dizaines autour du monde. Il y en a d'ailleurs pas mal en France, qui sont donc des équipes qui travaillent, à tester dans le monde réel des nudges issus de la théorie des biais et des heuristiques. Un point très important, déjà une première grosse critique des nudges, c'est que les nudges sont avant tout des outils politiques. C'est un article extrêmement intéressant de Nick Shatter et George Lowenstein qui parle du I-frame et S-frame. Hem, donc le cadre en I et le cadre en S. Le cadre en I, le I signifie individuel et le cadre en S, le S signifie, heu, systémique. L'idée, c'est de dire que à chaque choix politique qu'on fait, il y a une possibilité de faire ce choix selon un cadre individuel ou selon un cadre systémique. Un cadre systémique, l'idée, c'est de dire on va modifier le système pour que tout le monde en bénéficie. Le cadre individuel, c'est de dire on va amener les individus à faire les meilleurs choix par eux-mêmes. Je vous donne plein d'exemples. Non, enfin, c'est pas moi qui vous donne, c'est dans l'article, il y a plein d'exemples associés au cadre en I et au cadre en S. Si on prend juste l'exemple de l'obésité, par exemple, comment un gouvernement peut réduire l'obésité dans son pays? Eh bien, selon le cadre en I, on peut mettre des labels en disant, bah, on va faire des Nutri-Score, quoi. On va dire aux gens: «Bah, voilà, vous êtes libres d'acheter ce que vous voulez, mais il y a des produits, c'est rouge et des produits, c'est vert». On va pouvoir aussi faire des changements dans les tailles de portions. Vous voyez, au lieu de dire aux individus: «Bah, vous voyez, vous avez votre paquet de gâteaux, que vous ouvrez le paquet de gâteaux, vous avez accès à tout le paquet de gâteaux», bah, en fait, on va faire des portions de 4 gâteaux. Après, il va falloir ouvrir chaque gâteau. Alors évidemment, ça fait des coûts en plastique en plus, mais c'est des portions plus petites et on se dit: «Bah, comme ça, les individus, ils prennent que 4 gâteaux au lieu de prendre, le paquet entier». Pouvoir aussi proposer, le fait de gagner de l'argent aux personnes qui perdent du poids ou qui vont faire de l'exercice sportif. Pareil, c'est toujours des choses individuelles, c'est-à-dire on va dire aux gens: «On vous propose de changer quelque chose dans votre choix, mais c'est à vous de faire le choix final». Et ensuite, vous avez des cadres systématiques, comme par exemple la taxe sucre. Dire aux entreprises: «Si vous mettez plus de sucre que nécessaire, vous payez» et cet argent, on peut la redonner pour baisser le prix des aliments non sucrés. Alors l'idée, c'est pas de dire qu'il faut préférer le cadre systémique au cadre individuel ou le cadre individuel au cadre systémique. C'est de dire que, si les gouvernements commencent à dire, et c'est ce qu'on observe, hein, qu'il vaut mieux laisser les individus libres, ce qui est vraiment une vision libérale, donc de droite, du bien-être des individus, on risque de ne pas utiliser des solutions qui sont plus systémiques et qui ont plus de chances d'influencer en profondeur, les comportements des individus. C'est notamment, vous voyez, au niveau comment ça s'appelle? Hem, des détritus, j'ai plus le terme en français waste, mais le fait de la production de détritus. Voilà, on a des campagnes, «Gardez les États-Unis belles» où on dit aux gens: «Faites attention de ne pas jeter vos détritus dans la rue». Alors qu'en fait, si on avait des politiques qui est, bah, si on observe quelqu'un polluer, il paye, ou on interdit les sacs plastiques, on voit tout de suite que ça a un effet systématique beaucoup plus fort. Donc encore une fois, la question qu'on se pose, c'est, est-ce que, ça vaut le coup de laisser de la liberté aux individus ou est-ce que ça serait peut-être mieux de les empêcher de faire des choses qui sont nocives pour eux, mais aussi pour la santé? Et dans les politiques libérales, la solution est beaucoup plus souvent une politique individualiste qu'une politique systématique et c'est un énorme problème, à mon avis. Mais ce qui est important de retenir, parce que c'est juste mon avis, ce qui est important de retenir, c'est que les nudges sont des outils politiques et amènent les chercheurs, mais aussi les citoyens, à penser, l'utilisation de politiques d'une manière individuelle plutôt que de les utiliser de manière systémique, de faire des changements systémiques. Évidemment, la question qu'on se pose derrière, c'est est-ce que les nudges fonctionnent? Parce que si on dit, on va utiliser des nudges plutôt que des interventions systématiques, mais qu'en plus les nudges fonctionnent pas, bah, faut pas le faire. Donc les nudges fonctionnent-ils? Je vais vous donner un certain nombre, d'articles sur le sujet. Premier, c'est RTCs to Scale: Comprehensive Evidence from Two Nudge Units. Donc ils ont testé dans cet article,
ils ont comparé l'efficacité de nudge au sein de 2 nudge units versus les nudges produits, je sais pas pourquoi je mets 2 avec mes doigts, versus les nudges produits, par, le milieu académique. Ici, vous avez les nudges produits par le milieu académique. Bon, peu importe, ce que ça veut dire. En gros, l'idée, c'est qu'ici, vous avez 0 qui signifie pas d'effet des nudges et plus vous éloignez de 0, plus il y a un effet des nudges. Donc vous voyez ici, il y a plein de nudges qui servent à rien, mais ici, vous avez des nudges qui sont extrêmement efficaces et à savoir que ce nudge ici, hein, qui est le plus efficace de tous les nudges, il a été fait par Van Sink et Hanks en 2013. Van Sink ayant été, un chercheur dont on a démontré qu'une très grosse partie de ses articles étaient des fraudes. C'est quelqu'un qui a triché, qui a fraudé et il y a énormément de ses articles qui sont rétractés. Cet article-là, je ne sais pas s'il a été rétracté ou pas, mais évidemment, il y a un énorme problème avec cet article. C'est pas normal d'avoir un nudge aussi gros. Et ici, vous avez les effets par les nudge units et qu'est-ce que vous remarquez? Quasiment tous les effets des nudge units ne fonctionnent pas. La plupart des nudges ne fonctionnent pas. Quelques-uns fonctionnent beaucoup, mais l'immense majorité d'entre eux ne fonctionnent pas. Deuxième article, The Effectiveness of Nudging, une méta-analyse des interventions d'architecture du choix. Que nous disent les auteurs? En s'appuyant sur plus de 200 études rapportant plus de 450 tailles d'effets, plus de 2 millions de participants, nos résultats montrent que les interventions d'architecture du choix, donc les interventions de nudge, favorisent globalement le changement de comportement avec une taille d'effet de Cohen faible à moyenne de D égale 0,45. Si on regarde ici l'efficacité des nudges, vous avez ici un petit 0, donc c'est cette ligne en pointillé. Si chaque barre correspond à un nudge, un test, si la barre touche 0, il n'y a pas d'effet. Si la barre est, enfin si la barre ici est à droite de 0, alors il y a un effet. Et ce que disent les chercheurs, c'est qu'il y a beaucoup de barres ici qui sont à droite de 0, donc en fait il y a un effet qui est assez fort, des nudges, pardon, pas assez fort, assez robuste des nudges. Il y a énormément de nudges qui fonctionnent. Sauf que, on remarque ici que pour s'assurer qu'il n'y a pas de biais de publication, qu'il n'y a pas de fraude, de triche, d'erreur dans les articles inclus ou de modérateurs cachés, normalement, on est censé avoir toutes les études en dessous de cette, pyramide. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un petit peu compliqué à comprendre. On remarque qu'il y a beaucoup d'articles ici qui sont exactement à 0 et il y a beaucoup d'articles ici qui ont des effets extrêmement forts. Un dé de Cohen de 3, c'est juste impossible, ça n'existe pas dans psychologie. Et en fait, ce que disent certains chercheurs, c'est que c'est explicable tout simplement parce que, dans cet article ici, ces effets-là sont des effets qui sont faits par Brian Van Sink, qui, je vous le rappelle, est un fraudeur. C'est quelqu'un qui fraude, donc on devrait retirer ces articles des effets. Et quand on retire ces articles des effets, l'effet disparaît. Vous avez cet article par, Maximilian Mayer et collaborateurs, qui s'appelle No Evidence for Nudging After Adjusting for Publication Bias, qui nous dit alors cette figure-là est la figure qui correspond exactement à cette figure-là. C'est la figure de Mertens. Donc qui nous dit, cette figure-là nous dit, donc vous avez 0 ici, peu importe, le type d'intervention, le nudge est extrêmement efficace. Eh bien, si vous regardez, les effets, une fois qu'on prend en compte les biais de publication qui est donc, ici, les effets de l'article de Mayer et collaborateurs, prenez exactement les mêmes informations, les mêmes dimensions et elles touchent toutes 0. Donc quand on prend en compte les biais de publication, quand on supprime les articles frauduleux, plus d'effet des nudges. Il n'y a pas d'effet des nudges. Peu importe la catégorie, peu importe le domaine, peu importe, le type d'information. Il n'y a pas d'effet des nudges. Les nudges fonctionnent-ils? Donc Maximilian Mayer, qui est du coup, le même que celui dont on vient juste de parler, 2 mois, il y a 2 mois vis-à-vis du moment où je publie cette vidéo, il a publié un article, où il reprend en fait, les préenregistrements des nudge units, de Della et Linus, dont on vient de parler juste avant. Et ils se sont demandé: est-ce que ces nudge units, ont préenregistré, leurs articles et est-ce que leur préenregistrement est bien fait? Et en fait, ils ont remarqué que, quand on regarde leur préenregistrement, quasiment tous leurs préenregistrements ne préenregistrent pas la taille d'effet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand ces nudge units disent: «On va faire telle étude sur telle, hypothèse, avec telle analyse», ils ne disent pas sur combien de personnes et ils ne disent pas combien de personnes ils sont nécessaires d'avoir pour pouvoir montrer l'effet. Et si on ne le dit pas,
si on ne fait pas, de préenregistrement de taille d'effet, on augmente drastiquement le nombre de faux positifs. C'est-à-dire le risque d'avoir des effets qui existent alors qu'en fait ils n'existent pas. Donc si je reviens en arrière ici, donc c'est ici, hein, dont c'est de ça dont on vous parle. Il est possible que ces effets-là existent non pas parce que ce sont des vrais effets de nudge, mais tout simplement parce que ce sont de faux positifs liés à trop peu de participants, parce que ces participants n'ont pas été préenregistrés. Donc même là, on nous dit qu'il y a de forts effets, il est possible qu'il n'y ait pas d'effet. C'est la thèse, que soutiennent, Mayer et ses collaborateurs. Alors ils disent pas qu'il n'y a pas d'effet, ils disent: «Il est possible qu'il n'y ait pas d'effet». Attention, à la nuance. Et enfin, alors je vais vous parler un peu de mon travail, personnel, avec Hendrix Brun, Zacharias Maniadis et Yavor Ponov. Nous, on s'est intéressé à un sujet qui est beaucoup plus démocratique que ce dont on vient de parler. La question qu'on se pose est: est-ce que ça vaut le coup d'expliquer aux gens comment fonctionne le nudge? D'un point de vue démocratique, oui, parce que si on explique aux individus comment fonctionne le nudge, alors ils font le choix d'expérimenter le nudge, en toute connaissance de cause. Si on leur cache, alors il y a un problème démocratique. Néanmoins, il y a des chercheurs qui disent: «On est obligé de leur cacher, parce que si on leur explique, alors ça va réduire l'efficacité des nudges». Nous, on a fait une méta-analyse sur le sujet et qu'est-ce qu'on voit? Donc là, vous avez aussi cette ligne en pointillé à 0, et on voit en fait que, l'essentiel des effets sont autour de 0. Et ici, il y a quelques effets qui sont extrêmement forts, mais très bizarrement forts, et un effet qui est extrêmement faible et bizarrement faible. Enfin négatif, pardon, et qu'on reporte ici, hein. Il est là l'effet négatif et les effets, extrêmement positifs. Et donc ici, on voit que l'essentiel des articles sont, autour de 0. Donc pas d'effet, de la transparence, et en même temps, on ne sait pas si la transparence, ça améliore l'efficacité des nudges. Ici, j'ai repris exactement le même tableau que ce tableau-là, ici. Sauf que là, c'est une figure, mais moi j'ai fait un tableau, c'est pareil. Dans lequel on voit, hein, ici, bon, vous pouvez voir les statistiques ici, il y en a aucune de significative, mais ici tout touche 0, donc peu importe le type d'étude, peu importe la catégorie, peu importe le domaine, tout touche 0. Donc il y a vraiment peu importe, les conditions dans lesquelles on teste le nudge, les nudges, transparents ne sont pas ni plus efficaces ni moins efficaces que les nudges qui ne sont pas transparents, et comme les nudges transparents ne sont pas efficaces, voilà. Donc les nudges fonctionnent-ils? Conclusion: comme toutes les sciences sociales, l'économie comportementale est en proie à de faux positifs, des pratiques douteuses de recherche et des biais de publication. Il est donc difficile de conclure à l'efficacité des nudges, et en tant que groupe de métasciences auquel j'appartiens, notre objectif, c'est de trouver des moyens d'améliorer la crédibilité des résultats, et vraiment la crédibilité actuelle des nudges est extrêmement faible. Et donc, bah, on en arrive, à nouveau, au retour du retour du retour sur le biais, des biais en économie comportementale. Est-ce que les biais justifient le paternalisme gouvernemental? La réponse est: au regard actuel, de nos connaissances sur les nudges, non. Les nudges sont des décisions politiques, ils doivent être intégrés dans des politiques systématiques et ne doivent pas servir d'agenda politique simplement parce qu'ils sont solides et fondés sur des preuves. Ils doivent être rigoureusement testés, ce qui n'est pas vraiment le cas actuellement. Et certains chercheurs disent: «Au lieu d'une approche paternaliste du nudge, on pourrait faire du boosting». L'idée étant de donner aux gens les moyens de prendre de meilleures décisions par eux-mêmes et pour eux-mêmes. C'est-à-dire on ne leur dit pas: «Voilà quel est la meilleur choix pour vous», on les laisse décider du meilleur choix pour eux. Personnellement, je vois pas tellement de différence entre le boosting et l'éducation. Il est clair que le boosting sont plus démocratiques que le nudging, qui est plus paternaliste, oui. Mais bon, moi je préfère l'éducation, hein. De toute façon, si je vous fais une vidéo là pour vous, c'est que je suis quand même vachement à fond pour l'éducation, populaire, via de ces plateformes comme YouTube. Je trouve que c'est beaucoup plus utile et efficace, que ces petits effets qu'ils essayent de mettre en évidence et dont on ne sait pas vraiment si ça marche. Et donc on arrive à cette, dernière partie, de notre exposé sur, l'actualité de l'économie comportementale, en parlant des dernières contributions de Kahneman. Donc, comme je vous le disais au tout début, Daniel Kahneman est décédé à 90 ans, cette année, il y a quelques semaines. Hem et donc pour vous dire, au cours des dernières années, 10 dernières années, Kahneman s'est éloigné des biais cognitifs pour se concentrer sur le bruit cognitif. Il a beaucoup remis en question, ses apports dans le champ, de l'économie comportementale. Et donc pour vous parler du bruit cognitif,
L'idée du biais cognitif, c'est de s'intéresser à une erreur moyenne des individus, alors que le bruit cognitif, ça concerne la variabilité des erreurs de jugement. C'est à quel point il y a de variations entre les individus. Ce qu'on appelle en économie comportementale l'hétérogénéité. Et l'hétérogénéité, c'est le futur. C'est vraiment ce sur quoi porte la recherche actuelle et future en économie comportementale. Voilà, c'est des exemples, encore une fois, j'ai toutes mes références à la fin de cette présentation, mais voilà, quelques références. Les sciences comportementales ne vont pas changer le monde sans une révolution de l'hétérogénéité. S'intéresser à l'hétérogénéité dans les recherches expérimentales en utilisant les sciences sociales computationnelles, un manifeste pour appliquer la science expérimentale dans lequel les chercheurs disent: «Il faut dépasser la liste des biais cognitifs. Il faut s'intéresser aux à la compréhension de pourquoi on manque de bonnes explications, de pourquoi il y a tant de variations entre les biais cognitifs». Vraiment toute une série de recherches, pas des chercheurs complètement différents qui s'intéressent au même problème, à la même problématique qui est: il faut qu'on s'intéresse à l'hétérogénéité dans nos sciences. Vous avez ici un exemple d'hétérogénéité qui est, extrêmement problématique, qui provient d'un biais cognitif. Maintenant, je ne mets que des guillemets à biais cognitif, qui est celui d'ancrage. C'est un exemple qui provient de, Lucas Rosler, qui a repris en fait tout un tas d'études sur le lien entre émotion et effet d'ancrage et c'est intéressant, par exemple, Shen en 2013 dit: «Plus on est triste, plus on est sensible à l'effet d'ancrage» et Bodenhausen et collaborateurs en 2000 disent: «Plus on est triste, moins on est sensible à l'effet d'ancrage». Donc on a 2 chercheurs qui ont des hypothèses opposées et qui trouvent un effet de leur hypothèse opposée. Pourquoi? À cause de l'hétérogénéité. On n'est pas capable aujourd'hui de savoir quelle est vraiment la relation entre l'effet d'ancrage et les émotions parce qu'il y a trop d'hétérogénéité entre, nos mesures et la réalité des individus, nos mesures et ce qui se passe, dans les pensées et dans les émotions des individus. Tout ça est très compliqué, on n'est pas du tout aujourd'hui à même de comprendre vraiment tout ce qui se passe à ce niveau-là. Notez que cette figure, ne provient pas d'un article publié, c'est un article qui est en cours, de publication, par Lucas et qui m'a gentiment, proposé, donc je n'ai pas de référence par rapport à ce graphique-là. Ce graphique-là est encore en construction. Un article que j'ai produit avec Prasad Chandrasekhar. Prasad Chandrasekhar, c'est celui qui a travaillé sur le biais de conjonction avec James qui est, artiste. Et on a soumis un article ensemble cette année sur, le lien entre l'effet de défaut, l'effet par défaut, vous vous souvenez l'histoire des cookies et l'effet de cadre. Vous vous souvenez cadre de gain, cadre de perte. On a proposé à des participants des vignettes, donc des petites descriptions, dans lesquelles on leur proposait, soit de choisir, de travailler dans un nouvel, environnement, soit de refuser une offre d'emploi dans un nouvel environnement, donc quête de gain, quête de perte. On choisit, on refuse et le défaut. Est-ce que dans ce boulot, ils avaient, plus de vacances et moins de salaire ou plus de salaire et moins de vacances et on faisait varier tout ça. Notre idée était de dire qu'il y a un effet additif des nudges, un effet additif du biais de défaut et un effet additif du cadre. Si on est dans un cadre positif avec un défaut qui est plus intéressant pour les individus, alors ils vont d'autant plus faire le bon choix que s'ils sont dans un cadre négatif, avec un défaut qui ne leur, correspond pas et en fait, bah, pas du tout. Donc on a fait 2 scénarios différents, un concernant le job, changer de job et un concernant les médicaments, changer de médicament et donc nous, on pensait qu'il y allait avoir un effet additif, donc ici le X entre les 2, donc D c'est pour défaut et framing c'est pour cadre, serait significatif et en fait il ne l'est pas. Et pareil ici, il ne l'est pas. Et en fait, on remarque la raison et pourquoi, c'est parce qu'en fait, seul alors ici la condition de défaut 2 est significative, mais la condition de défaut 1 n'est pas significative. Seul l'effet de cadre heu, est positif et significatif et ici pareil, seul l'effet de cadre est significatif. Ce qui veut dire que, contrairement à notre, conjecture, notre hypothèse qu'il y aurait un effet additif, l'effet de cadre est tellement fort qu'il interdit à l'effet de défaut d'apparaître. Et donc, encore une fois, c'est hyper, compliqué. J'ai plus non, j'en parle pas après.
c'est hyper compliqué en fait de créer des effets additifs des nudges parce qu'il y a tellement d'hétérogénéité entre les nudges et entre les manières d'opérationnaliser les nudges qu'il n'y a pas nécessairement d'addition entre les nudges. Heu, En parlant d'hétérogénéité, on a aussi une hétérogénéité, dans le type d'échantillons, que l'on va étudier. Par exemple, si on s'intéresse à un nudge, si on s'intéresse uniquement aux personnes qui sont les plus, à même d'être victimes d'un biais cognitif, ici, bah, l'effet du nudge sera très fort. Mais si on s'intéresse à la moitié des individus, qui sont le plus susceptibles, d'être victimes d'un biais cognitif, bah, l'effet sera plus faible. Vous voyez, la ligne moyenne ici est beaucoup plus faible que la ligne ici. Si on s'intéresse aux individus qui sont les moins à même de s'intéresser, à l'effet cognitif, alors l'effet est nul. Et si on s'intéresse à l'ensemble de l'échantillon, l'effet est extrêmement faible. Donc la question qui est légitime de se poser, c'est: est-ce que ça vaut le coup de d'utiliser des nudges dans la population générale, alors que l'effet sera probablement extrêmement faible? Est-ce que ça vaudrait pas plus le coup d'utiliser les nudges dans des échantillons d'individus qui sont les plus à risque d'être victimes des problèmes associés, au manque de nudge? Ça c'est des questions qui voilà, qui peuvent expliquer pourquoi il y a autant d'hétérogénéité entre certaines études. Et vous faites des nudges sur la nourriture, bah, si vous faites ces nudges-là, dans des par exemple dans des cliniques, qui s'intéressent à l'obésité, vous aurez très probablement des effets dramatiquement différents de si vous testez ça, à La Défense, avec du tout venant. Simplement parce que c'est pas du tout la même population et qu'elle va probablement complètement réagir de manière complètement différente aux nudges que vous testez. J'avais vraiment un exemple comme ça parce que l'exemple de l'obésité était dans le iFrame and S-Frame, mais on peut trouver des exemples de plein de types de nudges, différents. Je vais pas du tout rentrer dans les détails ici, mais c'est un tableau, du manifeste, pour appliquer l'hétérogénéité en sciences, comportementales. Ici, vous avez plusieurs sources d'hétérogénéité et des exemples d'hétérogénéité. Donc vous voyez que vraiment il y a beaucoup de sources différentes à prendre en compte et voilà pour vous dire, cet article, nous dit il y a des chercheurs qui travaillent justement sur l'hétérogénéité, notamment le Psychological Science Accelerator qui, s'intéresse à quel point les effets sont différents dans le monde entier. C'est pour ça que c'est un accélérateur, on teste le même effet dans le monde entier. Vous avez le Behavioral Change for Good Initiative qui lui s'intéresse au nudge, aux effets du nudge, qui sont censés, améliorer le bien et le bien-être dans le monde entier et à quel point il va y avoir des différences, entre pays ou, selon les classes sociales et cetera. Et enfin le Character Lab qui s'intéresse aussi à ce genre de choses, sauf qu'il faut savoir que le Character Lab qui a travaillé pendant 10 ans va, fermer ses portes en juin 2024. Donc c'est aussi le problème un problème dont je parle, si ça vous intéresse, dans ma vidéo sur l'open science, qui est que ce type d'initiatives souvent ne sont pas des initiatives pérennes, ce sont des initiatives, qui vont durer, 2, 4, 8, 10 ans, mais rarement plus, par manque de financement, périn. Voilà, bon ici pareil, hein, je vais pas rentrer dans les détails, mais, dans cet article qui est donc, le Manifesto for, Behavioral Sciences, donc comment ça s'appelle? For applying a Manifesto for Applying Behavioral Sciences. Les autres, figures proviennent d'ici, hein. Behavioral Science is unlikely to change the world. Donc là, la dernière, ça provient de là. Hop, pareil ici, c'est les critiques. En fait, ces critiques sont, les critiques sur l'hétérogénéité et ici, il propose, des manières de répondre à ces critiques sur l'hétérogénéité, c'est-à-dire que doivent faire les chercheurs, les financeurs, les acteurs, enfin les clients des recherches et les praticiens pour, améliorer la compréhension que l'on a de l'hétérogénéité. Donc en conclusion, on est parti de cette idée dans les années 70 de: «Nous sommes tous victimes de nos biais parce que nous sommes irrationnels», à: «Nous avons développé une théorie de la rationalité et de l'irrationalité et on essaie de comprendre comment et dans quelle mesure cette théorie s'applique dans des situations réelles». Sommes-nous des statisticiens intuitifs ou des êtres irrationnels? Bah, ça va surtout dépendre du choix du contexte, du contexte du choix et de la façon dont on mesure le choix. Voilà, je vous remercie. Heu,
Comme on est sur YouTube, vous pouvez mettre en pause, les références, donc 1 sur 2 et 2 sur 2. Si ça vous a plu, sachez que j'ai une version papier, enfin une version blog qui s'appelle «Arrêtez vos bêtises», sur mon blog qui est adrienfillon.fr, mais je vais vous mettre dans la description de la vidéo. Et j'ai fait post Instagram sur mon compte Instagram, @adfillon, je crois. Oui, Adrien Fillon sur Instagram tout simplement, qui récapitule un petit peu tout ça, mais vraiment de manière très succincte. Vraiment, c'est la vidéo YouTube qui est la plus détaillée. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, et je suis aussi, joignable sur, Twitter X, @adfillon si vous voulez discuter plus en détail, de ces questions. Je vous remercie et à bientôt.